Et je me mets dos à cette porte. Et je m'appuie donc sur la barre de sécurité. La porte s'ouvre. Mais elle s'ouvre pas juste comme ça. Elle s'ouvre, mais comme ça. Je sens que la porte s'ouvre et je sais pas ce qu'il y a derrière moi. Et je mets les 2 mains sur le rebord comme ça, mais j'ai les 2 talons dehors. Et je me retourne instinctivement. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Je suis un escalier, un palier, chose comme ça. Il y a 6 étages. 6 étages. Vide. Je suis dans le vide. Et les gens qui étaient en face de moi voient ça. J'aurais pu me disparaître en... Je m'appuie, par terre, fini. Tout plaisir est pour moi, Christian. Je suis vraiment ravi de te rencontrer et d'échanger avec toi. Ça va être une discussion, et je le sais déjà, passionnante qui nous attend. Et évidemment que je vais t'inviter à te présenter, à nous dire qui tu es. Moi, j'ai noté une phrase qui est sur ton site qui est, je vais la lire, « Plus jeune, j'étais passionné par le théâtre et la mise en scène. Dans mon approche de recrutement et de la formation de commerciaux, j'en ai conservé cette faculté à bien orchestrer les équipes, mais aussi à repérer et faire éclore les talents. » Christian, comment tu te présentes, qui tu es? Bon, tout est dit. Je suis ravi de te connaître aussi, Nicolas, puisqu'on se suit de temps en temps sur LinkedIn et je suis ravi de te voir en vrai, comme on dit. Ouais. Quoi te dire? Oui, la première phrase que tu as dite là, ça fait partie de mon ADN, entre guillemets. C'est-à-dire le théâtre, l'animation, les hommes, emmener les gens. Voilà, ça a toujours été mon ADN. Alors, qui je suis? Bon, pour faire court, allez, je suis un petit gamin de la campagne. Je suis un Normand, à côté d'Orwan, né d'un petit village, il y a quelques années. Fratrie de 5 garçons. Ok. T'es où dans la fratrie? 5 garçons, un grand frère, tous les ans un frère, quoi, quasiment, quoi. Et moi, je suis le petit dernier, T'es le dernier. Ok. voilà, né 3 ans après les autres, voilà. Ok. Petit dernier. Voilà, élevé à la campagne, voilà, par une maman toute seule. J'ai pas connu mon père, quasiment. Donc, voilà, avec des valeurs assumées, assurées, des valeurs de courage. Petit-fils de cultivateur, donc voilà, ça te laisse 2-3 choses pour commencer dans la vie. Positives, et puis on en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être des choses aussi qui te freinent un peu dans le début de ta vie. Voilà. Bon, voilà, et puis lycée, études, bac+2, sciences éco, 2 ans, mais pas grand-chose. Et après, rapidement dans la vie active, commercial pendant une dizaine d'années, à vendre des prestations de services sur le port de Rouen, dans une entreprise de transit international. Ça, c'était mes premiers pas. Alors, au début, plutôt dans l'administratif, les bureaux. Et puis, un jour, j'ai un patron qui voyait que je m'enquiquinais très sérieusement dans les bureaux. Il m'a dit, mais tu ne voudrais pas faire du commerce, toi? Je lui ai dit, ouais. Et en même temps, je ne savais pas trop ce que c'était que le commerce. Donc, c'est pas une vocation pour toi, le commerce. De base, t'es pas voué à vendre, à appeler. Non, Ok. non, au départ, non. Non, moi, au départ, comme tu disais tout à l'heure, moi, ma vraie passion de gamin, c'était le théâtre. Ouais. J'ai fait 5 ans de théâtre et je voulais vraiment faire mon métier. Mais pas pour être une star, entre guillemets, mais vraiment pour jouer, parce que j'ai joué beaucoup de pièces de théâtre dans les régions, un peu partout en France d'ailleurs, des pièces de boulevard, mais j'incarnais ça et je voulais être acteur pour incarner, vraiment. Pas pour être une star, mais pour incarner. Et j'étais fait pour ça, je crois. Ça te faisait pas peur de monter sur scène, de devoir représenter des rôles, jouer des personnages? Ouais. Bah, paradoxalement, non. Parce que d'abord au lycée, au collège, à l'école, j'ai toujours fait marrer un peu tout le monde. Donc j'avais un peu ça dans moi. Et puis après, non, parce qu'à partir du moment où tu connais tes rôles, et puis que tu as envie d'être sur scène, tu as envie de faire passer un message, tu as envie de faire bouger le public, de faire rire un public, c'est incroyablement jouissif. Incroyablement jouissif. Et tu sais quand est-ce qu'il va y avoir une réaction du public. Donc ça, tu es le seul à le savoir. Le public ne le sait pas. Parce que tu sais qu'à un certain moment, dans 5 secondes, dans 10 secondes, tu vas dire un truc, tu vas faire un truc qui va soit te toucher par l'émotion, soit faire rire. Bon, et ça, c'est incroyablement jouissif. Donc moi, j'étais plutôt fait pour ça. Et après, la vie a fait que bah, je suis rentré. Mes premiers jobs, c'était plutôt un boulot administratif. Et puis, au bout de 2-3 ans, j'ai un patron qui m'a dit, mais tu t'ennuies? Je me suis dit, incroyablement, je m'ennuyais. Donc il dit: «Tu vas faire du commerce». J'ai dit: «Oui», mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et on m'a donné des brochures, des plaquettes, des cartes de visite, une voiture, puis on me dit: «Vas-y». J'ai dit: «Mais vas-y, où?» «Où tu veux». «Mais comment?» «Comme tu veux». Voilà, donc ça a été beaucoup d'impro. C'est beaucoup d'impro et puis au début je vendais pas. Parce que je pensais que moi, voilà, bêtement, je dis: «Oui, on propose, on fait une offre».
on écoute un peu le client et encore, et puis après on attend que ça se passe, quoi. Mais c'est pas comme ça la vente. Et après j'ai pris quelques cours de vente, parce qu'ils m'ont payé quelques cours de vente à la chambre de commerce à l'époque. Puis je suis tombé sur un type vraiment qui m'a impressionné et j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la vente. Et la vente, c'est de la représentation. Et à l'époque, on disait ça plutôt représentant de commerce. Il y a très longtemps, on disait ça. Et en fait, oui, c'est de la représentation. Ah, donc tu as peut-être fait un lien entre cette passion que tu avais pour le théâtre, pour la Oui, représentation et la vente à ce moment-là et incarner, et incarner. représenter, incarner. Alors, c'est toi qui la meilleure plaquette, la meilleure brochure, c'est toi. C'est toi qui dois persuader, c'est toi qui dois convaincre, c'est toi qui dois représenter, c'est toi qui dois emmener le client. Personne d'autre. C'est pas une brochure, c'est pas une plaquette, c'est pas une offre. C'est toi, exclusivement toi. Bon, et ça, j'ai découvert ça. Alors après, tu as plus ou moins de dons de communicant, mais la vente, c'est de la technique. C'est de la technique. Voilà, il y a des choses à faire, des choses à pas faire, il y a des choses à respecter. Un peu comme la prise de parole en public, on en parlera peut-être, après, Ouais. la partie, technique, dite oratoire. Il y a des capacités à faire, il peut y avoir un don, une facilité, mais il y a de la technique. Et ouais, et pour rester sur ton parcours, donc tu as été commercial, directeur des ventes, tu as été très impliqué sur le terrain avant d'être formateur Ah aujourd'hui. oui. C'est un métier que tu as aimé, ce métier de commercial, directeur des ventes? Alors, métier de commercial, oui, parce que, c'est là encore, c'est incroyablement, plaisant et jouissif quand on fait des ventes. Quand il y a un client, il vous dit «oui», il le dit pour l'entreprise, mais il le dit aussi pour vous. Donc, il y a un contentement, fort. Mmh. Bon, et ça m'a passionné pendant, oui, une dizaine d'années. Et après, j'ai eu la chance parce que là encore, on m'a sollicité, on m'a dit, on m'a dit: «Ce serait bien que tu sois manager». Et là encore, pour une question de confiance, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je ne savais pas que j'étais capable de. C'est-à-dire de manager, de piloter, d'autres équipes, d'autres gens. Je savais que j'étais capable de faire en vente, mais le management, le commandement, c'est autre chose. L'animation, tout ça, c'est autre chose. La responsabilité d'une équipe, c'est autre chose. Mais ce sont les autres qui te disent: «Tu es capable de». Toi, si tu as, si tu as un manque de confiance en toi, ce qui était le cas, de moi, au départ dans ma carrière, j'ai pas toujours eu une confiance en moi. Puis la confiance, c'est une montagne russe, hein, quelquefois, et je me sentais pas forcément capable de. Et c'est les autres qui te disent: «Oui, tu es Super capable de». intéressant. Ça me fait beaucoup penser à ce que disait Bernard Tapie à un moment donné, qui a eu une carrière, magnifique qu'on lui connaît. Il a dit: «Voilà, moi je savais pas que je pouvais être, président Mais oui, d'un club de foot et cetera. C'est les gens qui m'ont regardé mmh, et qui m'ont vu mais oui, capable d'eux et voyant des gens me voir comme ça, bah, je me suis dit que je pouvais aussi me regarder comme ça». c'est C'est ce que tu dis c'est aujourd'hui, exa tu as vu des c'est gens qui t'ont regardé, qui ont cru en toi, qui t'ont ouais, aidé à avoir confiance. c'est exactement ça. Ah ouais. Moi, j'ai travaillé dans des petites boîtes au départ, et puis après j'ai monté une première boîte de transport, avec des copains, et puis j'ai intégré un groupe, et puis à un certain moment les présidents du groupe m'ont dit, «On a besoin d'un type comme toi pour aller à Paris, pour monter 2 agences». Bon, OK, moi j'étais rouennais, j'étais marié, je suis parti à Paris. J'ai emmené ma petite famille au bout de 6 mois. J'ai monté 2 agences. 2 agences, je pilotais, ouais, 70-80 personnes, et j'étais assez jeune, hein, j'avais 30 ans, et je me suis retrouvé face, ouais, à des grosses équipes, quoi, et je me suis auto-formé, quoi. Et bon, comme j'avais une bonne, capacité de persuasion et une bonne «personnalité» entre guillemets, je crois que j'ai plutôt bien réussi là-dessus. Mais j'aime bien les gens. Au départ, j'aime les gens, donc ça facilite quand même. Ouais, ça se voit, ça se sent et tu vois, par rapport à ce manque de confiance que tu évoques, aujourd'hui, tu proposes des formations, entre autres, pour des profils commerciaux, pour les aider à faire ce que tu as fait pendant des années, c'est-à-dire à vendre et le faire avec, une certaine humanité, avec efficacité. Ça peut sembler paradoxal ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que de base, il y avait peut-être un manque de confiance, pourtant tu aimais la représentation, tu es pas la personne la plus confiante, donc encore une fois et pourtant tu avais envie de vendre. Comment t'expliques toi ce paradoxe-là qu'on est en train de mettre en avant? Bah, je pense que, on n'a jamais fini avec l'enfance, et l'enfance, c'est le mindset fixe, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui. on t'a inculqué des choses, on t'a imprégné de choses, et si tu fais pas attention à passer dans une espèce de mindset de croissance, c'est-à-dire où tu dis: «Je suis capable de faire autre chose». Alors tu as de l'auto-persuasion, mais tu as aussi, surtout les autres, le regard des autres. Ceux qui te font confiance à un certain moment, des moments cruciaux dans ta vie,
Et c'est très binaire. T'acceptes, t'acceptes pas. T'acceptes pas parce que tu veux rester dans ta zone de confort et puis t'as peur. Ou t'acceptes de te mettre en danger et tu vas apprendre. Et à partir du moment où t'acceptes, de toute façon, t'as pas d'autre choix de faire et d'apprendre. Parce que si t'apprends pas, tu fais pas. C'est pas plus compliqué que ça. Si t'apprends pas, tu fais pas. Ah, mais à t'écouter et à te voir, j'ai l'impression que c'est jamais assez. Je le vois, et même ça se voit quand on t'écoute, cette fin ne se tarit jamais. Tu vois? Et on pourrait se dire, voilà, enfin, tu as, on va dire, la plus grosse partie de ta carrière derrière toi. J'ai l'impression à t'écouter que c'est tout l'inverse. Ouais. Tu vois? Que c'est jamais terminé et que je continuerai, que je vais pousser, que ma boîte, je vais la tu vois? C'est assez rare, en fait, de voir, des profils comme celui que je vois en ce moment. Bah, ouais, je pense que, le meilleur est devant, vraiment. Le meilleur est devant et je sais aussi, mais sans aucune prétention, avec beaucoup d'humilité, je sais ce que j'ai appris, tout ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a donné. D'être ce que je suis aujourd'hui, sans aucune prétention. Mais si je continue d'apprendre, de cranter, de m'amuser tout en apprenant, je peux aller encore plus loin. Tu sais pas de quoi est fait l'avenir. Tu ne sais pas et tu vois, mon fils travaille avec moi. Il a 20 ans, il est en école de commerce et puis je l'ai pris en alternance et je lui disais ça il y a pas très longtemps. Il me dit: Tu vas t'arrêter quand?» Je dis: «Je ne sais pas. Quand est-ce que je vais m'arrêter? Je m'arrêterai quand je m'ennuierai et je m'ennuierai si je m'arrête», tu vois? Ah oui. Tu tu vieillis parce que tu t'arrêtes ou t'arrêtes parce que tu vieillis? Tu vois, c'est la vraie question. Tu vois? Bon et moi je veux pas continuer de travailler 20 heures par jour, c'est pas ça. C'est que je veux, continuer de m'amuser et de continuer de rencontrer des gens. Parce que la vie, c'est ça. C'est le bonheur de rencontrer des gens. Et plus tu rencontres des gens, plus tu as confiance en toi. Et plus tu as confiance en toi, plus tu as envie de cranter et de faire autre chose. C'est top, hein, Te ça veut di dire que toi, la confiance, tu l'as développée grâce aux rencontres que tu as fait parce que Ah oui? voilà, c'est ce qui te Ouais, permet aujourd'hui d'être à l'aise quand tu es dans cette posture de formateur. Tu dois former des gens peut-être impressionnants, des gens très ouais. nombreux. Elle repose sur quoi cette confiance que tu as aujourd'hui dans ces situations, prise de parole? Moi, j'ai compris quand même plusieurs choses. C'est que, un, c'est ce qu'on dit d'arrêter d'être la marionnette des autres. Je sais pas si tu connais ça, mais arrêter d'être la marionnette des autres, ça veut dire que quand tu es dans une entreprise, tu joues une espèce de rôle, si Ouais. tu veux. Et puis, bah, tu as ta hiérarchie, tu as l'environnement, tu as la direction, tu as ce que les autres veulent que tu sois et tu joues un rôle. Bon, donc arrêter, entre guillemets, d'être la marionnette des autres. 2, c'est de repenser, de refaire renaître l'enfant que tu étais au départ. D'avoir toujours conscience en ça, tu dis: «Mais qu'est-ce que j'étais? Quel type de talent je pouvais avoir?» Talent naturel, parce que faut jamais oublier, moi, ce que je dis aux gens, je dis: «Vous êtes unique». On oublie souvent ça. Unique, pas unique, de: «Oh, tu génial». Non, De fait, ouais, de fait, ouais, ouais. tu es unique. Oui, mais tu es unique. Bon, donc ça, c'est de refaire, renaître le gamin du départ. Tu dis: «Tu étais doué en quoi?» Tu vois? Mmh. Le mouchoir que tu as mis par-dessus ou que les autres t'ont mis par-dessus, si tu enlevais un peu le truc, tu dirais quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu avais envie? De quoi tu avais envie? Et à quoi tu étais, doué? Moi, j'étais plutôt doué sur 2 choses, là encore avec humilité, tu vois? Le sport et le théâtre. Voilà, le sport et le théâtre. J'aurais été dans un environnement peut-être différent, je rappelle, j'étais à la campagne, un petit truc, très, très modeste. J'aurais pu peut-être faire l'un ou l'autre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu arrives à un certain âge, tu te dis: «Mais j'ai fait ni l'un ni l'autre». À un moment, tu te dis: «Mais comment je peux réaliser une certaine partie?» Alors le sport, j'en ai toujours fait. J'ai fait du parachutisme, j'ai fait tout ça. Enfin, tu vois, même à des âges à 40 ans, moi, la 1re fois que j'ai sauté dans le vide, en j'avais 40 ans. Tu vois, c'est fou tout ce que tu dis parce que là, j'ai du mal à cerner le Christian qui est dans la salle de classe, parce qu'à la fois, il y a cette extraversion parce que tu assumes de te mettre en scène et le théâtre, en plus, c'est une force. De l'autre côté, il y a un manque de confiance qui est là. Mmh. Avant de commencer à travailler, tu étais comment? Tu étais plutôt, voilà, je me mets en avant, j'existe ou est-ce que dans un groupe, tu étais celui qui s'efface, qui écoute? Non. Non, mais tu peux être, non, non, moi, je te dis à l'école et tout ça, j'étais plutôt dans les leaders, mais les mecs, qui bon, Qui se met en pas f avant, qui assume? ouais, mais pas forcément le meilleur élève, mais je courais peut-être un peu plus vite que les autres, je faisais marrer plus vite que les autres, bon, OK. voilà, donc là, j'avais pas de soucis par rapport à ça. C'est après, quand je suis rentré en entreprise, je me suis étouffé un peu tout seul. Tu vois ce que je veux C'est-à-dire? dire? Parce que si tu commences à te mettre en avant, choses comme ça,
ça dérange. Tu déranges. Tu as des résultats, tu parles plus fort que les autres ou tu parles mieux que les autres, choses comme ça. Ça dérange les autres. Tu Bon, sentais ça, que ça te bah dérangeait oui, les bien autres, que tu sûr. étais un peu différent Bah avec ce oui, côté bah théâtre, ce oui, côté bah oui, sportif? oui, tu OK. sens que dans l'entreprise, tu sens que ça dérange ça. Donc tu décrantes un peu, tu rentres dans le jeu. Et tu deviens la marionnette des autres, comme tu disais, quoi, Mais c'est ce ça? que je te dis, c'est d'éviter d'être la marionnette des autres. C'est-à-dire, la confiance, c'est ça, c'est évite d'être la marionnette des autres. Refais vivre ce que tu étais en termes d'enfance. Re Refais vivre ça. Est-ce que ce La métier de commercial te permet enfin, t'a permis quand tu étais commercial en tant que de faire vivre ça au contact du client? Ouais, quand j'étais tout seul, oui, face à un client, oui, je m'amusais avec ça. Ouais. Après, dans l'entreprise, c'est difficile parce que tu sais que tu es dans une entreprise, dans une espèce d'écosystème. Il y a il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la politique, il peut y avoir tout ça, tu vois? C'est pas parce que, tu te mets en avant que fatalement, tu vas avoir les postes, tout ça. Donc il faut jouer avec tout ça, bon, tu sens que dans l'entreprise, c'est pas forcément les meilleurs qui sont nommés, choses que ça. Bon, tout ça fait que, bon, j'étais pas forcément très bien là-dedans, moi, tu vois? Ah, je vois très bien. Bon, et après, moi, je me suis, toujours fait dans mes postes de manager ou autre, fait mon propre environnement. C'est à partir du moment où j'avais le poste, j'avais les clés, je faisais mon propre environnement et j'ai toujours dit, aux gens avec lesquels je travaillais, dit: «Les gars, faites vos propres environnements». Moi, je pouvais être directeur des ventes, directeur commercial, pardon. J'avais des chefs des ventes, des choses que ça. Je dis: «Faites votre environnement». Ça veut dire quoi, faire son Bah, environnement? son environnement, c'est, soyez ce que vous êtes, faites passer les messages avec ce que vous êtes, votre ADN. N'attendez rien de moi, n'attendez rien de l'entreprise. Faites votre environnement. Ayez pas peur de faire, des conneries, des bêtises, ou autre, mais faites-le, testez, tentez et vous verrez ce que ça va donner. Après, l'idée de tenter et d'oser, c'est la capacité après de rectifier les choses. C'est pas parce que tu tentes que fatalement tu vas réussir et si tu réussis pas, c'est d'analyser pourquoi tu réussis pas et puis d'avoir, cette espèce d'intelligence de faire autrement, oser, faire autrement, oser. Puis emmener les gens dans votre truc. Tu vois? Faites-les réfléchir avec vous. Ouais, je vois un lien évident entre ce que tu dis et l'art oratoire. Oser, amener les gens, faire preuve de leadership et d'un autre côté, j'ai envie de faire le lien entre tu me parlais de ce passé, de ses origines plutôt modestes et tu l'as dit Mmh. avec une certaine pudeur. Est-ce que c'est pas plus difficile d'oser, de tenter, quand tu sais que socialement, tu ne pars pas, pardon de le dire aussi simplement, mais du bon côté ou de là où il faudrait être ou du côté desquels les gens qui osent ne sont pas? Tu Mmh. vois? Est-ce que c'est pas plus simple de tenter quand on a des parents qui, sont bien nés ou ont des revenus élevés ou sont socialement valorisés? Ouais, mais en même temps, tu dis un truc important, c'est il y a un côté revanche un peu. C'est-à-dire que quand tu es face à un public, socialement, c'est pas forcément le tien, un environnement, c'est pas forcément le tien, mais tu dis: «Je peux le faire» et donc il y a un côté un peu revanche là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Ah, bien Faut sûr. être un peu revanchard sur la vie Toi, et tu je l'es crois revanchard? ouais, j'étais revanchard OK. et je sais pas si c'est de la revanche, encore, mais pourquoi je lui aurais pas droit? Moi, je suis dans tu vois? Moi, j'ai été classé au tennis, pendant des années et Trop bien, quel classement? 15-3. Ah, moi, j'ai mon petit frère qui est, 3-6, il a enfin Ah oui, mais bon, 1-6, trois pardon six monsieur. là, je touche pas à ça moi. Non, non, mais moi j'ai débuté avec une petite raquette machin, tu sais? Puis à l'époque, on n'avait pas suffisamment d'argent pour se payer des abonnements dans un club de tennis. Donc avec mes potes, on allait au bord du tennis, puis on attendait que ceux qui avaient le droit de jouer, Tu ouvres les terrains, comme ça tu peux les suivre, voilà, tu vois le suivre. mur. Bon voilà, alors il y a des fois, il fermait la grille et puis il y a des fois, il la fermait pas. Alors quand il la fermait pas, on était incroyablement heureux. On pouvait jouer un quart d'heure, une demi heure, 20 minutes, puis quelquefois, tu en avais d'autres qui arrivaient avec des belles voitures, des beaux habits, tout l'équipement qui allait bien, puis qui te disaient: «Bon, vous sortez». Bon, mais on avait joué 20 minutes. Bon, après C'est fort, hein, ce que tu dis, hein. ouais, mais c'était ça, vraiment. Alors tu reprenais le vélo et puis tu repartais à ta campagne. Mais tu te dis: «Un jour, j'aurai un abonnement» et pourquoi j'aurais pas d'abonnement? Et toute ma vie, c'est ça. Et beh, avec beaucoup d'humilité, hein, mais ce côté peut-être un peu revanche, un peu, tu vois? Pourquoi moi, j'aurais pas le droit? C'est intéressant et cette revanche, est-ce que c'est ce qui a fait que tu as eu envie de tenter, d'oser, Mmh. d'abord ce Mmh. métier de commercial alors Mmh. que tu étais plus dans le théâtre, Mmh. ensuite ce métier de directeur des ventes, aujourd'hui ce métier de formateur dans le Mmh. cadre de ton activité de c'est toujours cet esprit de: «Pourquoi pas moi? Oui, Pourquoi j'essaierai pas? oui. Pourquoi j'y aurais pas droit?» Oui, puis, si là encore, je disais tout à l'heure, il y a, de cranter, c'est-à-dire de prendre et dire: «Je prends et je vais faire». Si tu dis: «Je prends et je vais faire», tu vas faire. Si tu dis: «Je prends pas parce que je sais pas faire», tu prends pas. Donc tu es obligé, tu crantes et je dis pas que ça m'arrive tous les jours, mais ça m'arrive encore d'accepter, des deals
C'est pas forcément mon environnement, mais je sais que je vais assumer parce que je sais que j'ai la capacité d'apprendre, de me remettre en cause et ça, c'est une force parce que ça te permet de progresser, vraiment. On parlait de la prise de parole en public, mais la prise de parole en public, si tu te dis, «Je suis pas légitime pour le faire», tu fais jamais. Tu leur dis quoi? Bon, je préempte un petit peu ce qui va se passer ensuite, mais les commerciaux qui te disent: «Non, mais moi j'ai pas envie de déranger, je suis pas à ma place» et cetera. Parce que tu en as plein des gens comme ça, tu sais, qui te le disent pas, mais tu le sens dans leur non-verbal, leur façon Ouais, d'être. oui, oui. Bah, d'abord je dis: «Tu as raison de le penser avec les filtres et l'ADN que tu as. Tu as raison de le penser». Ah ouais. Bah oui. Si tu commences à dire aux gens, tu dis: «C'est une connerie», veut dire: «OK, là, tu es dans le combat». C'est-à-dire lui dit: «Je pense ça et moi je pense ça. Tu es bien gentil, tu as de la gouaille, tu as de la gueule, le truc, les machins, mais moi je serai jamais comme ça. Je serai jamais comme toi. Tu vas jamais le forcer à devenir comme tu es toi. Jamais». La première chose, c'est de dire: «Tu as raison de le penser». C'est comme une objection, hein. Une objection d'un client, le type qui dit: «Ouais, mais», je dis: Si tu commences à lui dire: «Je pense que vous faites une erreur de le penser», tu vas au combat Là, c'est fini donc. et le combat, Mmh. de toute façon, tu t'en sors jamais. C'est jamais toi qui sors vainqueur, jamais. Bon et si tu dis à l'autre: «Mais tu as raison de le penser, compte tenu de ce que tu vis, compte tenu de ce que tu as été, compte tenu de ton parcours, tu as tout à fait raison, je serais à ta place, je penserais la même chose». Mais un client, c'est un peu différent. Un client, ce qu'il veut, c'est 3 choses. C'est voir ton expertise. Tu es expert ou pas? Le mec dit: «Bah oui, tu es expert». Il va voir ton expertise. La deuxième chose, il veut voir la valeur que ton produit ou ton service ou toi, tu vas lui amener. Valeur, c'est très simple, c'est son bienfait, c'est les sous, la performance, l'image. Il veut savoir au travers de toi la valeur. Et la troisième chose, c'est l'aide. L'aide, L'aide. la capacité à l'aider sincèrement. Est-ce que tu es capable de faire ça? Donc, ouais, tu es expert dans ton métier. Informatique, géothermie, industrie, tu es un expert. Ouais. Est-ce que tu es capable de dire à ton client tout ce que ton service et ton produit va pouvoir lui amener en termes de différenciation, de gain, d'aversion de la perte? Oui. Mmh. Est-ce que tu as envie de l'aider, sincèrement? Ouais. Tu vends. C'est top parce que là, tu vois, le ton que tu as et même la façon dont tu apportes les choses, c'est très persuasif. J'ai l'impression que tu te mets à côté de moi et que tu me poses des questions. Alors que, et ça me permet d'évoquer ce sujet des vidéos que tu réalises. Dans les vidéos que tu évoques, c'est beaucoup moins persuasif, c'est beaucoup plus ça marche comme ça, Mmh. c'est tout. Tu vois, c'est Mmh. pas le même ton. Non. Donc, est-ce qu'en formation, tu es plutôt, comme tu viens de me le présenter, la personne à côté, ou est-ce qu'au contraire, c'est descendant, c'est convaincant? Bah, tu fais sur les 2. De Ouais, toute c'est un peu les façon, tu as deux. 2 genres de formation. Donc, tu imagines bien que tu as des moments, tu Ouais, as des moments où il faut être persuasif, tu as des moments où tu te poses à côté des gens, tu as des moments où il faut que tu comprennes l'autre, ouais, c'est ça. tu as des moments où il faut qu'ils te comprennent et que tu fais en sorte, d'incarner ça. Tu as 4 crans dans l'information. Le premier, c'est d'informer. Tu informes, tu donnes de l'information. C'est pas parce que tu donnes de l'information que les gens vont se l'approprier. Tu donnes l'information. Il faut faire comme ça, la bonne technicité, tu peux me montrer des slides, choses comme ça. La deuxième chose, il faut que tu convainques. C'est-à-dire, l'information que je te donne, il faut que je te convainque que c'est bon pour toi. Donc, il faut que tu sois convaincu. C'est-à-dire que l'attitude, le comportement que j'ai, les mots que j'utilise, la façon de le dire, il faut que je te convainque que c'est bon pour toi. Deuxième cran. Troisième cran, motiver. Tout ce que je vais faire en termes de communication, il faut que je te motive pour que tu te mettes en mouvement pour ce que je viens de te dire, où tu es convaincu, ça peut t'apporter. Mais il faut que tu te mettes en mouvement. Mmh. Que tu peux être convaincu, mais pas te mettre en mouvement. Donc il faut que tu sois convaincu et que tu sois motivé à te mettre en mouvement. Et la quatrième chose quand tu fais de la formation, c'est divertir. Divertir, c'est faut rendre tout ça divertissant, intéressant, léger. Il peut y avoir des points d'humour, hein. Il peut y avoir du storytelling, il peut y avoir des supports différents, il peut y avoir du travail en commun différent, du travail collectif. Et tout ça rend divertissant. Et à certains moments, les gens ils sortent de 2 jours de formation et disent: «Waouh, On voudrait un troisième. C'est ouais, trop court, ça s'arrête trop, bah oui». ouais. Bon, et en fait, la vente, c'est ça. La, vo- la vente et la formation, c'est les mêmes schémas. C'est informer, il faut que tu informes ton client. Deuxième chose, il faut que tu convainques ton client. Troisième chose, il faut que tu le motives à acheter chez toi et pas chez un autre.
Mmh. Et quatrième chose, tous les entretiens, tout ce que tu fais, ça doit être divertissant C'est pour top, le hein. client. Et en parlant de Divertissant. divertissant, comment tu t'es mise à penser que ça pouvait être une bonne idée de faire des petites capsules vidéo? Parce que beaucoup de gens, je pense, te connaissent au travers de ces capsules que tu mets sur les réseaux sociaux, très courtes, très concrètes, très efficaces, avec, j'imagine, un gros travail de préparation. Comment tu as eu l'idée, tiens, de te mettre à faire ça? En fait, au départ, j'ai fait des vidéos. Alors, il y en a peut-être plus beaucoup maintenant sur les réseaux, mais je faisais des vidéos dans une espèce de studio Et oui, avec, je me rappelle, j'ai vu sur YouTube il y a 4 ans, qui étaient ouais, beaucoup moins impactantes, hein, je peux te le dire, mais ouais, avec un c'était écran différent. vert, machin, Ouais. compagnie, voilà. Et puis, j'avais fait mon truc, mon studio et compagnie. Et je faisais un truc d'abord très long, assez long et très descendant, tu vois? Oui. Très professoral, machin et compagnie. Et même moi, quand je les regardais, ça m'emmerdait. C'est-à-dire, je dis: C'est pas moi, quoi», tu vois? Ouais. Et après j'ai essayé de trouver le bon ton et après je me suis posé la question, je dis: «Mais dans mes formations, qu'est-ce qui intéresse les gens?» En fait, ce qui intéresse les gens, c'est quand je me mets à côté d'eux, tu dis: «Ah bon alors, allez, raconte-moi un peu». Et puis moi je leur dis: «Bon, tu sais quoi? C'est pas très compliqué. Il y a un truc à faire. Tu fais ça, 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 ça. Après tu fais ça, c'est terminé et c'est tout. Tu es sûr?» Ça «Ouais, m'a c'est appris ce tout». truc. Et après je dis: «Bon allez, c'est comme si que je puisse allez, on va au bistrot tous les 2, on se fait un bon repas ou autre, peu importe. On se termine autour d'une table de bistrot à une terrasse et puis tu me dis: "Mais comment on conclut une vente?" Par exemple. «Eh Nicolas, c'est pas très compliqué. Tu commences par ça, clac, 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 je te donne deux trois tips, puis voilà et fais ça, c'est pas plus compliqué que ça». Et c'est OK, c'est-à-dire qu'en fait, C'est tu vas te poser dans un bar, enfin, il y a quelqu'un en face de toi qui filme, de ton Ouais. équipe et c'est OK. Enfin, je veux dire, les gens continuent de faire leur vie puisqu'on voit Ah oui, parfois oui, des oui, personnes derrière. surtout! Il y a pas de tournage, Ah de non! studio, quoi que ce Non, non, soit, il quoi. faut que surtout, il faut que ce soit vivant Et ouais, et ouais, et ouais. ce que je viens de te dire, c'est-à-dire divertissant. C'est pas grave si tu as un barman qui passe à côté, c'est pas quelquefois ça arrive, bon, il y a une machine à café qui se met, en route, tu as un barman qui va te Donc tu as donner, un micro et au un final, ça truc va, il y a pas de souci, quoi, à ce ouais, niveau-là, non, mais quoi. tu peux baisser un peu le son et compagnie si tu veux, Ouais, mais c'est pas grave ça. Ça rend vivant le truc. En fait, c'est un rendez-vous de bistrot, tu vois? ouais. Mais c'est un rendez-vous de bistrot divertissant, c'est pas trop long, c'est 45-50 secondes. Tu peux voir ça le matin, tu vois, au petit déjeuner ou à la pause de midi. Tu regardes, tu as un truc, un ou 2 tips, tu dis: «Ah tiens, c'est peut-être pas con». Mais c'est ça, tu vois? Et je pense que plein de gens ont déjà eu l'idée. Est-ce que tu réalises que ça demande un niveau de confiance suffisant pour oser le faire? Je dis plein de gens, ça peut être des formateurs, ça plein de personnes. Est-ce que toi, tu as eu besoin de sauter le pas pour faire ce genre de vidéo? Non, même pas, en fait, Non. c'était un plaisir? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, puis je prépare un peu, mais sans préparer comme un fou. C'est-à-dire je sais globalement ce que je vais faire, la veille, les thématiques que je vais aborder, comment je vais les aborder, les 4-5 gros points que je vais aborder. Après, je me les mets, en tête, en bouche et puis après, boum, on ouvre la caméra et puis on fait. Puis c généralement, la première ou la deuxième prise est la bonne. Puis il faut pas avoir peur, enfin, tu le sais bien, mais il faut pas avoir peur de bugger ou choses comme ça, c'est pas grave, c'est pas éliminatoire, ce que je veux dire. Le principal, il faut que ce soit naturel. Et au début, tu as pas eu cette difficulté, c'est les premières fois, OK, j'ai envie de faire un truc et cetera? Parce qu'aujourd'hui, c'est fluide, j'imagine que tu as le process, à chaque Oui, fois, tu es créatif? bah, au départ, oui, tu as envie de faire un truc un peu corporate, Ouais. truc machin. Tu regardes un peu ce qui se fait sur les réseaux. Il y a jamais eu des trucs qui m'ont bon, il y a des choses qui m'ont inspiré, mais j'ai jamais essayé de copier. Je me dis: «Allez, on fait un truc comme ça» et après, c'est devenu assez naturel. C'est-à-dire, on a commencé à se mettre dans un bar. Au début, on a commencé à se mettre dans des bars un peu sympas, tu vois, Ouais. des hôtels parisiens un peu sympas et puis on a continué là-dessus. Le principal, c'est il faut qu'il y ait un truc un peu convivial. Voilà, peut-être avec des fleurs, des trucs, des machins, des plantes et puis un bar un peu sympa, parisien, bon, voilà. Avec Et un beau après, moi, toit. souvent, on me dit: «Ah ouais, vous êtes le mec du Et oui, bistrot», voilà. tu vois? Tu vois? Et justement, je me demandais, en termes d'opportunités, est-ce que tu peux nous donner une petite idée de toutes les opportunités que ça t'a apporté ça? Enfin, si tu arrives toi-même à le mesurer? Non. Ouais. Non, non, mais c'est là encore avec, beaucoup d'humilité, mais c'est moi, tout le business que je le fais sur, LinkedIn et Instagram. Ah donc c'est vraiment du Pareto, c'est-à-dire c'est les 20 des actions que tu as pu faire, c'est cette Ah action-là oui. qui t'apporte une grosse Ah oui, partie oui. du business parce que Oui, oui. visibilité et je le dis parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui n'oseraient pas le faire parce que moi, tu sais, j'ai pas trop confiance en moi, je vais pas oser, qui se rendent pas compte de fait puisqu'ils ne l'ont pas fait, de l'opportunité qui est derrière, la visibilité que ça offre et des rencontres que tu fais par ce biais-là. Ah beh, largement. Mais en même temps, il faut pas communiquer pour se dire: «Je suis un expert de ci, de ça, je vais vous montrer que». Non, en fait, il faut donner du contenu pour que les gens eux-mêmes se disent: «C'est un expert de». Ah Il d'accord, faut pas c'est pas à toi de le dire. faut le montrer. Enfin, tu sais, les réseaux, de toute façon et les vidéos, c'est pour être vu et reconnu. Vu et reconnu. Les gens te voient et à un certain moment, ils te reconnaissent en tant qu'expert.
Bon, et à un certain moment, ils décrochent soit leur téléphone ou ils te sollicitent, puis ils disent: j'aimerais bien vous voir». Bon, c'est quand même vachement plaisant. Moi, j'ai fait du commerce pendant des années où il fallait, décrocher son téléphone, puis décrocher des rendez-vous avec des On gens, appelle. voilà, prospecter Ouais. avec des gens, avec lesquels j'aurais bien aimé travailler. Ils acceptent ou ils acceptent pas. C'est pas parce qu'ils acceptent que tu vas faire le business avec eux. Mais là, c'est le contraire. Le truc, c'est inversé, c'est-à-dire que les réseaux nous permettent d'être vus, reconnus, et ce sont les gens qui ont envie de travailler avec toi qui t'appellent, qui te sollicitent. C'est quand même d'un confort juste incroyable. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu appuies sur d'autres leviers ailleurs, mais ça, c'est quand même d'une puissance inouïe. C'est clair. Puissance inouïe. C'est-à-dire que, moi, je travaille non seulement en France, mais dans les DOM-TOM, je travaille en Suisse, je travaille en Belgique, je travaille, j'ai fait une vidéo il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, un peu «polémique» entre guillemets. Je fais quasiment 1 million de vues ou 950 000 vues. J'ai des gens d'Australie, des États-Unis, autres qui communiquent, qui commentent, qui m'appellent, qui me bon, tu dis: «Mais quel levier, avant les réseaux sociaux, pouvait nous permettre ça?» Aucun, aucun, à part, la télé et puis, de communiquer dans des journaux internationaux, mais Ouais. aucun levier. Aujourd'hui, tu utilises bien LinkedIn, Instagram, TikTok, où je vais aller là au mois de septembre, octobre, et puis peut-être d'autres, ça a une puissance inouïe. C'est Bon. clair. C'est clair et est-ce que tu gères du coup parfois la critique, l'invective si elle a lieu d'exister? Est-ce que ça t'arrive parfois de devoir faire face à des gens qui aiment pas ton style, qui aiment pas cette personne, cette Ouais. personnalité? OK. Oui, oui, mais ça fait partie du truc. À partir du moment où tu te mets sur les réseaux, il faut accepter effectivement de la critique, mais elle est assez rare en fait, parce que d'abord, tu as créé ta communauté, Ouais. et puis ta communauté, il y a moi, ma communauté, oui, sont des commerciaux, des managers commerciaux, des dirigeants, mais qui sont intéressés par, le développement du business. Bon, je pense être à peu près crédible dans ça, donc j'ai pas beaucoup de critiques, à part des gens, quand tu regardes un peu leur profil, des gens qui te critiquent, ce sont des gens qui savent absolument pas ce que c'est que le commercial, ou qui disent: «Le commercial, ça sert à rien, la vente ne sert à rien». Bon, c'est des gens quand même qui sont salariés dans une entreprise. C'est-à-dire que s'il y a pas de vente, pas de chiffre d'affaires, il y a pas de marge, il y a pas de salaire. Bon, c'est juste une mécanique, imparable. C'est-à-dire qu'il y a pas de vente. La vente ça peut être au travers des commerciaux, ça peut être au travers du digital, ça peut être au travers de tout ce qu'on veut bien, Mmh. mais il faut vendre. Si on ne vend pas, on est une «association» entre guillemets, hein, à but non lucratif, Et encore, hein? et encore. Bon, et c'est très bien, mais s'il y a pas de vente, il y a pas d'économie. Et s'il y a pas d'économie, il y a pas de salaire. S'il y a pas de salaire, il y a pas de salarié. Pas bien compliqué à comprendre. Donc, souvent ceux qui peuvent critiquer, ils savent pas ce que c'est, la difficulté de vendre, et tout ce que ça peut représenter aussi en termes de technicité. Qui «Ouais, Et c'est pas justement, tu technique». vois, bah, souvent, en Qui fait, on a encore, je crois, en France, une vision assez négative de la vente. Le vendeur, c'est le menteur. Le vendeur, c'est celui qui a réussi à choper ton pognon. Est-ce que ça, c'est une difficulté que tu rencontres chez certains commerciaux, que tu accompagnes encore cet état d'esprit Oui, erroné? oui, oui, ça peut, et c'est souvent des gens qui viennent de la technique. Ouais, C'est-à-dire qu'ils d'accord. connaissent bien leurs produits. Alors il y a moi j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là, hein, Mmh. mais souvent on leur a dit: «Bon, tu es technicien, que ce soit sur l'industrie, l'informatique, tout ce que tu veux, tu es technicien donc tu vas vendre». C'est pas parce que tu connais bien ton produit et à fond que tu vas vendre, et en fait, il faut connaître son produit, plutôt bien, c'est mieux, mais ce qui fait la différence dans la vente, c'est la technicité de la vente, la technique de vente. Tu peux connaître vachement bien ton produit et tu es un expert, mais c'est pas pour ça que tu vas vendre. Intéressant. Le client, il faut le convaincre que ton produit va lui apporter de la valeur et qu'il est meilleur que les solutions qu'il a. Parce que de toute façon, quand tu vas avoir un prospect, c'est toujours le client d'un concurrent. Toujours. Bon, donc il faut que les commerciaux, c'est-à-dire quand tu vas voir un prospect, il est embarqué avec un autre. Donc il faut que tu le persuades, il faut qu'il arrête avec l'autre et qu'il vienne avec toi. Donc, il faut que tu persuades d'un divorce pour un nouveau mariage. Exactement. Et donc il faut que tu le persuades sur de la différence. Ouais. Si tu connais pas tes éléments de différenciation, tu vendras pas. Du coup, si je te suis, la prise de parole en public, c'est pas si important que ça pour un commercial, puisque c'est surtout la technique de vente et le fond du produit qui sont principalement, en jeu. Oui, mais la technique de vente, il faut l'incarner. C'est-à-dire Ouais. que technique de vente, tu as plusieurs phases dans la technique de vente. D'abord, tu as les premiers moments qui sont les plus importants. Tu dis: «Pourquoi je viens vous voir?» Ouais. Donc là, il faut pitcher, rapidement. Tu as 90 secondes pour dire le contexte dans lequel je viens vous voir. Deuxième chose, généralement, les entreprises comme les vôtres rencontrent ce type de problématique, ce qu'on appelle les problèmes avérés.
Vous avez une entreprise, vous êtes sur un secteur très concurrentiel, vous avez un produit, vous êtes sur un marché. Bref, les entreprises comme les vôtres, potentiellement, ils ont ce type de problème à régler. Ça tombe bien parce que moi, mon entreprise est faite pour ça. Et on a un élément très important, nous, où on fait la différence par rapport aux autres sur le marché, c'est celui-là. Et si on travaille ensemble prochainement, ça vous apportera potentiellement, c'est ce que ça apporte à nos clients, ça leur évite de perdre du temps, ça leur évite de perdre de l'argent. C'est pour ça que je viens vous voir. Le deal est très clair. Et ça, c'est de la mise en scène au départ. Ouais, C'est-à-dire voilà. que, boum, c'est pas simplement une plaquette. C'est pour ça que moi, je dis que c'est pas de la brochure. Arrêtez avec vos brochures. Votre brochure, c'est vous. Donc, il faut que vous incarniez ça. Bon. Après, tu as toute la partie questionnement avec le client. Il faut le questionner pour aller chercher des besoins, des points de douleur. Donc, c'est pas de la mise en scène, mais c'est de la communication. Il faut rendre ça intéressant, léger, pas intrusif, pour que le client s'ouvre et qu'il ait envie de parler avec toi, un mec qu'il ne connaît pas. Si tu veux parler en public avec confiance, j'ai écrit un livre sur la prise de parole en public et je te donne gratuitement le premier chapitre et tu peux le télécharger. Il va t'aider à décoller dans tes prises de parole. C'est une garantie. Je t'avoue que je ne vais pas le laisser indéfiniment, donc je t'invite à le télécharger maintenant, que ce soit dans le lien qui est dans la bio ou dans la vidéo. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. Et dans quelle mesure il faut être authentique dans tout ça? Tu sais, souvent, il y a ce besoin de moi, je veux que ce soit naturel, Christian, j'ai pas envie, qu'après, il croit que c'est appris par cœur. Mais d'un autre côté, si j'y vais en mode trop authentique, peut-être vais-je paraître nonchalant. Donc, toi, aujourd'hui, avec le recul que tu as, tu le places où, ce curseur de Mais l'authenticité? c'est un mix des deux. Alors, je suis normand, donc je vais dire que c'est les deux, mais non, mais c'est un équilibre des deux. C'est-à-dire l'authenticité, la relation que tu dois avoir avec ton client. Donc, il faut savoir à qui tu as affaire en face de toi. Hmm. Alors, il y a le mode disque, tu as le mode son casse, tu as tout ça. Tu dois savoir très rapidement à qui tu as affaire, à quoi il est sensible, à quelle essence il fonctionne. C'est comme dans une station-service. Tu rentres dans une station-service, tu as 4 ou 5 pompes à essence. Tu dis, tu prends quel tuyau pour dans quel moteur. Si tu prends du SP95 pour mettre dans le diesel ou le éthanol, ça ne fonctionnera pas. Tu dis, ouais, mais j'ai mis du carburant. C'est pas le bon. Intéressant. La vente, c'est exactement pareil. Tu regardes, tu dis, à qui tu as affaire. Donc, c'est un savant mélange entre la technicité commerciale et puis l'authenticité. Parce que le client, il t'achète toi aussi. Ah, ce que Il tu disais, achète, hein. il achète le type qui est en face de lui. Et il s'en rend compte de ça, tu penses, le client, ou Ouais, tu il y a un sens biais? d'ailleurs. D'accord. Tu sens d'ailleurs dans les yeux, dans sa façon peut-être de s'ouvrir ou autre. Il se dit, lui, il va serrer les dents, tu vois. En fait, le client, il faut le faire douter tout le temps. Et ça, c'est un jeu qui est intéressant parce qu'un client qui doute pas, il n'achète pas. Et quand il commence à douter, il va serrer un peu les dents, il dit, c'est pas con ce qu'il est en train de me dire, lui, tu vois. Il va pas te le dire en disant, oh, c'est génial, vous me faites douter, tu vois. Il va dire, c'est pas con. Et c'est ce que tu lui dis et la façon dont tu lui dis. J'aimerais qu'on revienne sur cette façon. Tu sais, tu dis incarner, pour toi, c'est très concret. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont pas à l'aise avec le fait de parler en public ou de vendre. Ça peut leur sembler très abstrait. Incarner, ça passe par quoi, selon toi? Incarner son message, sa brochure? Bah, il y a plusieurs choses, c'est pas à toi que je vais le dire, mais il y a la gestuelle, il y a le regard, Ouais. il y a les silences. L'un des gros défauts des commerciaux, c'est de pas utiliser les silences. Ils ont peur du silence. Alors, comme ils ont peur du silence, ils rajoutent toujours une petite connerie ou un truc en J'ai plus. l'impression d'être face à une de tes capsules. Ouais, qui va les mettre en danger. Donc, ils ont l'impression que pour incarner, il faut en dire beaucoup. Or, c'est le contraire. Moins t'en dis, plus t'incarnes. Moins t'en dis, plus t'incarnes. C'est fort, Mais hein? il faut que tout soit aligné. C'est-à-dire que les mots que tu utilises, ta gestuelle, ton regard, ton silence, incarnent ça. À un moment, c'est l'addition de ça qui fait qu'à un certain moment, tu dis, ça incarne, quoi. Mmh. Tu peux pas dire, bon, allez, j'y vais, je vais incarner. Mais c'est ça qui fait qu'à un certain moment, tu as une mise en scène personnelle qui fait qu'à un certain moment, tout ça est aligné. Quand c'est pas aligné, c'est comme la prise de parole en public. Ouais, voilà. Tu sais, quand c'est pas aligné, c'est pas aligné. Bah, c'est exactement ce que je ressentais quand tu t'exprimais, c'est-à-dire que quand c'est pas aligné, c'est un ensemble de techniques qui sont utilisées et quand c'est aligné, pour moi, ça devient un état d'esprit. Tu sais, c'est ce joueur de tennis, en fait, c'est tellement fluide, c'est Roger Federer, coup droit, revers, c'est fluide. Il joue au tennis, il n'est pas en train de faire une technique sur son coup droit ou son revers et le reste ou le tout pour le public est très cohérent et très congruent, tu vois? Et je pense que tu dis ça Ouais. en matière de technique de vente et ça se sent pour toi incarné, et c'est pour ça que ça semble ineffable, c'est parce que, bah, c'est du domaine de l'état d'esprit.
Plus Ah, que de la technique, niveau auquel tu es. oui, en même temps, c'est plus tu as de technique, plus tu es capable de le faire. Parce que la technique, ça te permet d'avoir des automatismes. Tu fais les choses, c'est de la compétence inconsciente. C'est-à-dire que c'est de la compétence et tu sais, ça déroule. Federer, il en fait 5000 par jour des revers. Donc à un certain moment, ça devient de la compétence inconsciente. Moi, je me souviens, alors on parle de tennis, c'est marrant parce que quand j'étais, moi, je plafonnais à, allez, 15-4, 15-3, tu disais. oui, mais je plafonnais à 15-4 ou même j'étais à 30 et puis j'ai un prof qui me dit: «Il faut que tu ailles faire un stage» et il m'a inscrit dans un stage, c'était à Avignon à l'époque. Il y avait un type qui était plutôt une star du tennis et je fais une semaine de stage et le type revoit absolument tout. C'est-à-dire, il revoit mon positionnement, il voit tout, absolument tout. Bon bref et pendant 2 jours jusqu'au mercredi, je sais plus, absolument plus jouer au tennis. Donc, le mercredi, j'envoie la raquette balader, je me retrouve au bar et puis j'envoie tout balader et il me dit, il vient me voir et me dit: «Alors?» J'ai dit: «J'en ai marre, j'arrête, je vais faire mon sac, je me barre». Il dit: «Si tu veux». On prend un pot, un Perrier, tu vois? Puis après, il m'emmène sur un court, il me dit: «Viens, on va se taper un peu» et puis on s'emmène sur un court un peu à l'écart et puis on commence à taper, mais tu vois, comme ça, quoi. Puis ça commence à partir, tu vois? Ça commence à repa et je commence à me refaire plaisir, tu vois? Et le jeudi, je sens que tout ce que j'ai appris les 3 premiers jours, je commence à avoir de la compétence inconsciente. C'est-à-dire ça commence à passer, je sais même plus comment je fais, quoi et je commence à me refaire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Bah, la vente, c'est pareil. Il faut avoir suffisamment de technique et de tactique pour se faire plaisir et incarner les choses. Si tu forces trop la technique, ça se voit, tu vois? Mmh. Les mecs, ils te voient arriver et puis ils sont pas fous, hein. Les patrons d'entreprise, les acheteurs, ils te voient arriver avec ta mécanique, de la caractéristique avantage, bénéfice pour le Mais est-ce que tu es client. pas obligé de passer par là au début? Plutôt comme tu Oui, dis, mais voilà. après, c'est-à-dire après, il faut avoir ça, mais il faut savoir en jouer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quelquefois appuyer sur un truc, après minimiser un peu un truc, après oublier les choses, ça dépend qui tu as en face de toi. Il faut jouer avec ça pour un certain moment, incarner quelque chose. C'est Bon, top, hein. Je retiens cette idée de développer de la compétence inconsciente et dans l'exemple que tu donnes, ce qui est, je crois, super pertinent, c'est faut quand même accepter de passer par cette étape où je vais me déstructurer, oui, où je vais être moins bon, où je vais regarder ce que je oui, fais et du coup, je suis perturbé parce qu'avant, je faisais pas attention aux «e», mais depuis que tu me bien les as sûr. dit, maintenant je fais attention aux «e», mais ça me permet derrière de développer de la compétence Oui, inconsciente que je n'avais pas par oui, ailleurs oui. avant d'avoir mis le doigt sur ce qu'elle est pas. Bah, c'est un peu ce que tu disais un petit peu au début de notre propos, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait que toi, tu as toujours envie d'avancer ou autre? C'est-à-dire à un moment, c'est de déstructurer un petit peu ce que tu penses que où c'est bon Mmh. et de réapprendre des choses et te réapproprier des choses peut-être qui vont te faire un peu mal au départ, tu vois? Qui va te sortir de ta zone de confort et alors même tu testes, tu essayes, tu rectifies et tu vois que ça fonctionne à un certain moment, mais tu progresses, tu crantes Mmh. et à un moment, ça devient inconscient. Mais il faut faire attention à la compétence inconsciente parce que si la compétence inconsciente devient de l'habitude, tu reviens après dans de l'incompétence inconsciente. Tu crois savoir faire, mais tu sais plus. Tu crois savoir faire. Comme les gens qui vendent toujours de la même façon, qui posent toujours les mêmes questions et qui c'est plus pertinent. Ouais, mais j'ai toujours fait comme ça. J'ai un très bon relationnel. Relationnel, c'est important dans la vente, mais c'est pas le plus important. Intéressant, donc quelque part, ce manque de confiance dont tu parlais au début te permet d'être toujours déséquilibré ou en tout cas d'accepter ce déséquilibre pour ne pas t'appuyer que sur la compétence inconsciente et donc d'être formateur, parce que quelque part, le formateur doit être le premier de ses élèves, continue à te former, à apprendre et à travailler sur ça. Bah oui, mais je trouve que plus tu as confiance, et plus tu dois douter, pas douter pour, le doute négatif, c'est Ouais, douter pour apprendre encore. à te remettre en question, quoi. Bah oui, parce que souvent les gens qui ont pas confiance en eux, beh, ils restent dans une bulle de confort. C'est vrai, hein. C'est la conséquence d'eux. C'est-à-dire qu'ils ont pas confiance, mais c'est quoi? C'est la cause ou la conséquence? Bon et donc comme ils testent plus, comme ils essayent plus ou ils ont jamais essayé, ils ont un manque de confiance. Donc ils restent dans leur bulle. Un peu, c'est «rétréci» entre guillemets, quoi. Bon, quelquefois, c'est même ça peut être voire de la déprime ou de la dépression, hein, quelquefois. Mais souvent, ils ont pas conscience de ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Faut ouvrir les portes, en fait. Ils ont arrêté de challenger le statu quo, c'est-à-dire que je Ouais, sais que je sais pas. oui Ils et sont puis, que peut-être qu'on leur a pas, toujours présenté de bonne manière, tu vois ce que je veux dire? ouais, je Peut-être qu'on les a trop secoués à un moment, peut-être qu'on les a foutus dans des zones de danger. C'était pas pour eux, c'était pas le bon moment.
c'était pas la bonne communication, c'était pas forcément le bon prof, c'était pas tu vois? Tout ça Ouais. fait qu'à un certain moment, ça les a dégoûtés. Comme un gamin que tu jettes dans la piscine, tu dis: «Ouais, mais attends, c'est comme ça, débrouille-toi pour» peut-être que ça l'a dégoûté Tu vois de comme ça des commerciaux qui étaient dégoûtés, en fait, sans le savoir, tu sais et qui du ouais, coup ont cette croyance de: «Non, non, je peux pas, je sais pas faire ça». ouais, oui, oui. Ils font une espèce de blocage, où dis: «Non, c'est pas un métier pour moi, le commercial, c'est pas un métier pour moi», ce que tu disais un peu, c'est-à-dire, c'est des mecs qui veulent vendre, qui veulent prendre de l'argent, c'est des hâbleurs, c'est des «grandes gueules» entre guillemets, quoi, donc c'est pas pour moi. Si, tu peux avoir plein de commerciaux qui sont des gens introvertis au départ, mais qui sont vachement bons. Parce que quand ils sortent un argument, ils le sortent au bon moment, avec sincérité, sans en trop en faire, tu vois? Mais tu sens que c'est sincère. Ça a un poids énorme. Tu vois, souvent dans les entreprises, on s'appuie sur ce qu'on appelle les avant-ventes. Les avant-ventes, c'est tu as les commerciaux qui font les premiers pas, le 1er challenge et tout. Puis quand ils voient effectivement qu'il peut y avoir un deal intéressant, ils viennent avec un avant-vente. L'avant-vente, c'est plutôt un technicien qui va dégrossir un peu les trucs techniques, choses comme ça. Et généralement, c'est l'avant-vente qui fait la vente. L'avant-vente parce qu'il a cette espèce de crédibilité, il va sortir les bons arguments au bon moment et sans en faire des tonnes, tu vois ce que je veux dire? Ah, il est plutôt introverti, il est plutôt je prends pas Ouais, et trop de puis il place, te plutôt dit: technique. «Ah ouais, mais non, moi la vente j'aime pas». Je dis: «Eh, tu sais pas, mais tu es bon, hein». Ouais. Tu vois? Et quand tu leur, expliques que, c'est la vente, c'est aussi de la technique de vente, mais il faut leur donner deux-trois trucs sur la technique de vente qu'ils ont peut-être pas l'habitude de faire. Tu dis: «Mais essaye ça, tente ça, tu vois. Pose tel type de questions, argumente aussi de cette façon-là, close, te dire emmène ton client sur, l'étape clé d'après, oublie pas ça, tu vas voir, ça fonctionne». Pas plus compliqué que ça. Faut pas leur faire des trucs très compliqués, des trucs, des machins, c'est pas leur monde. Mmh. Ouais, en même temps, j'ai Les l'impression que c'est une question de confiance presque, tu vois, qui manque. Tu leur dis quoi à ces commerciaux qui sont brillants, que tu sais brillants, en tout cas que tu regardes avec ces yeux de: «Mais vous êtes bons». Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les aider à avoir plus confiance, pour oser, pour tenter, essayer plus? Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis dans les formations, je fais des jeux de rôle, des mises en situation. Bon, je vois bien à qui j'ai affaire. Il y a des gens, ils sont plus introvertis ou autres et il y a des gens, quand ils, utilisent les techniques que je leur donne, les techniques de vente, voilà, c'est les gens qui sont les plus disciplinés, tu vois? Ouais, À utiliser ce que tu leur dis, choses ils le font, bons élèves. les bons élèves. Et toi, quand tu observes, alors tu as des gens autour qui observent, les copains, nous, formateurs, observent. Et quand ils ont fini la simulation de la vente et tout le monde applaudit, il dit: «Putain, c'est super ce que tu as fait». Et il dit: «Ah bon?» Et là, ils en ressortent avec un truc, il dit: «C'est vrai, c'était bien, tu te rends pas compte». Ça, c'est les meilleurs, c'est les exercices et le regard des autres qui te fait que tu vas gagner en confiance en toi. Mais c'est comme la prise de parole en public, c'est pareil. Ouais, c'est ça. J'ai plein d'histoires là-dessus, des gens qui m'ont, étonné, qui ont pleuré à la fin d'une présentation. J'ai je pensais jamais être capable de faire un truc comme ça. C'est dingue, hein? Waouh! Il y a un truc que je fais et je sais que pour certains, ça peut être très marquant, je veux dire un peu traumatisant. C'est dernière prise de parole, séminaire que j'anime. Je les filme, ils se regardent devant tout le monde qui les voit se regarder, les autres les regardent aussi et eux-mêmes vont dire point positif, point d'amélioration parce que j'ai remarqué que quand tu dis à quelqu'un: C'est top ce que tu fais, c'est pas bien». Quand tu dis: «C'est top», en général, ça rentre ici, ça sort là. Quand tu dis: «C'est pas bien», «Ah oui, tu as raison». Alors là, oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Et comment tu fais pour que, du coup, ta parole ait un poids réel et qu'elle ne soit pas juste vue comme: «Bah, il est bienveillant, Christian, c'est le formateur, son rôle, c'est pas de me dire, que c'était mal, quoi». C'est difficile à répondre, à ça, mais moi, c'est un peu comme les enfants. Les enfants, si tu leur dis que c'est mal, ils progresseront jamais. Si tu leur dis que ce qu'ils ont fait là, même s'ils pensent que c'est pas, bien, mais qu'ils se rendent compte, qu'ils disent: «Mais tu t'es rendu compte de ce que tu as fait là? Est-ce que tu t'es rendu compte de ça?» C'est d'appuyer là-dessus. Après, il va te dire: «Ouais, mais ça, j'ai pas». Mets ça dans une case. Mais ça, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que C'est fort. ça, tu pensais, allez, il y a 30 minutes, que tu étais capable de faire ça? Non? Et repars avec ça, repars avec ça. Rien de plus. Ouais, repars juste avec ça. Mais tu vois, les anglo-saxons sont moins cons que nous là-dessus. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais des enfants qui étaient pas très bons en dictée, tu vois? Et puis, bah, ils revenaient, ils disaient: «Bon, tu as fait combien de fautes?» «12 fautes». Alors tu voyais la copie, il y avait un 0 en rouge sur 20.
qui était souligné de deux traits en disant nul, machin, compagnie. Ça, c'était le compliment de la maîtresse ou du maître. Alors, tu refaisais faire la dictée. Alors, plutôt que d'en faire 12, à la fin de la dictée, il en faisait 9. Mais 9, tu as toujours 0 sur 20. Parce que tu as passé, tu es au-dessus de 5 fautes. Tu as toujours 0 sur 20. Avec toujours un commentaire, tu es nul. Sauf que tu as fait 3 fautes de moins. Alors, les anglo-saxons font un truc qui est vachement plus intelligent que nous, c'est-à-dire qu'ils prennent la copie et ils entourent les mots qui ont été bien écrits. Ils valorisent ça, dire. Vachement bien ça. Par contre, on va regarder maintenant, mais on va travailler sur les accords. Parce que tu vois, là, tu as fait 3 fautes, machin, c'est juste des accords. On va travailler que sur les accords. Voilà, que sur les accords. Donc, tu te focuses sur un truc qui est tout à fait accessible à ta portée. C'était à ta portée, tu vas le faire. Sauf que nous, on fait les choses contraires. On souligne l'erreur, ce qui va Tout le pas. temps. C'est-à-dire ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une prise de parole en public, tout n'est pas bien, tout n'est pas aligné, chose que ça. Tu ne deviens pas un grand orateur du jour au lendemain, tu vois Mais ce que je veux en dire? plus, le pire, c'est que sous prétexte que moi, je veux progresser, Christian. Moi, je veux progresser, donc je sais qu'il faut que je vois ce qui va pas. Mais j'y crois pas, ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit que ce qui va pas qu'on va progresser. Je pense que on va effectivement voir ce qu'on pourrait mieux faire, mais en fait, on va se flageller. Et je pense que progresser, ça demande d'abord de voir ce qu'on fait bien pour ensuite pouvoir progresser. Mais Tu vois, c'est ça pour semble logique Mais quand on voit oui, les choses comme ça. oui, puis pas de chercher à faire tout progresser, c'est-à-dire En que plus, ouais. c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle des points d'ancrage, s'appuyer sur effectivement ce qui est positif. Est-ce que tu pensais que tu étais capable de? Ouais. Non? Tu le fais, tu l'as fait. Bon. Après, où est-ce que tu as encore à progresser? Tu peux avoir 10 choses sur lesquelles tu peux progresser. On va travailler sur 2 choses, principalement. Le reste de fait 2 choses. Bon. Et ça rend accessible les choses. Sinon, le truc, il est incroyablement difficile. Tu dis encore tout ça sur lequel il faut que je progresse. Mais non. C'est pour ça que dans la prise de parole en public, les gens, souvent, ils veulent une espèce de formation où ils ressortent avec tout est aligné, quoi, tu vois. À dire, je vais devenir un grand orateur. Non. Et tu vas progresser au fur et à mesure. Mais à partir du moment où tu vas cranter, tu vas essayer, tu vas tester, tu vas être toi-même ton meilleur prof, entre guillemets. Regarde. Ben ouais, tu vas voir où est-ce que ça a fonctionné et tu vas le voir dans le regard des autres. Tu vas le voir l'impact que ça a dans le regard des autres. Tu auras des critiques, c'est pas grave, des critiques, tu en auras tout le temps, les gens qui vont critiquer, c'est pas grave. Mais ça va te permettre de te nourrir. Mais ton meilleur prof, c'est toi, à condition que tu veuilles progresser. Ouais, donc tu sois le premier de tes élèves. Tu vois, donc il y a ce côté, C'est à chaque fois, se challenger. On le disait, mindset Ouais, de croissance, mindset fixe, d'avoir oui. c'est jamais assez, quoi, d'avoir faim. Bah, ouais, c'est d'avoir faim et puis surtout, c'est parce que la confiance, c'est de se dire, tout est faisable, Ouais. c'est accessible et souvent on a été formaté, élevé, moi j'ai été élevé comme ça, c'est tout est pas faisable et tout est pas pour toi. Si, non, non, si. Comment tu sais comment tu as pu dire si quand on t'a dit: «Tout n'est pas faisable»? Bah, parce que tu, as essayé des choses qui sont devenues possibles et tu dis: «Mais on m'a toujours dit que c'était pas possible». Ah, donc il y a eu des réussites quand Ah même bah très oui! tôt qui t'ont permis de dire: «OK, en fait, attention là, je suis peut-être en train de me limiter tout seul». Ah bah, tu te limites tout seul, ouais. Ouais. Mais quand tu as compris ça, parce que tu as des mots comme, sentiment limitant, tu vois? Que tu découvres après, tu vas lire des bouquins, tu as des gens tu vas avoir des rencontres aussi, que dire: «Mais tu as plein de sentiments limitants». «Ah bon? C'est quoi ça les sentiments limitants? Explique-moi un peu ce que c'est que cette bestiole-là». Bon, tu le sais pas. Bon, tu bouquines un peu, on va te dire aussi un peu les 4 ou 5 grands points de la confiance en soi, ce sur quoi il faut travailler. Ça te semble dérisoire un peu au départ, mais tu dis: «Mais c'est pas con quand même». Si j'enlève un peu la marionnette de ce que j'étais, pour les autres, si je ressuscite un peu le gamin que j'étais, si je crois vers la croyance en toi, en d'autres, en toi, ce que tu es capable de faire, croyance. Le temps, ton temps à toi, le temps à toi, c'est pas le temps des autres. Le temps à toi, c'est pas le temps des autres. Ton temps. Si tu dois, te donner du temps pour progresser, pour travailler, pour lire, pour progresser, programme-toi du temps. Ah et tu dis: «Ouais, mais» ouais, programme-toi du temps. Tu programmes tes congés, Ouais. programme-toi du temps pour toi. Comment tu l'as travaillé cette confiance? Et donc tu parles un peu indirectement de tes lectures, de ce que tu as vécu. Ouais, Ça a été un processus conscient à un moment donné de te dire: «OK, là, je veux développer ma confiance parce que j'en ai besoin. Il faut que je crante sur ce sujet-là». ça c'est venu un peu après, je trouve. La confiance a été une résultante un peu de combat, tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est-à-dire que j'ai accepté des postes à un certain moment où je pensais où c'était des postes importants.
Ouais. Et je ne pensais pas forcément avoir les capacités pour le faire. Et je me suis mis en danger, même quelquefois très fortement en danger. La C'est-à-dire? première boîte que j'ai montée aussi, tu vois? Je dis: «Ah, tu dors pas toutes les nuits, quoi», tu vois? Ah donc tu es un peu stressé, anxieux parce qu'est-ce que je vais y arriver ou pas? Je Oui, sens que je suis dans un oui, environnement puis en très même temps compétitif. et en même temps, comme tu es dans un métier, dit de représentation, quand tu as ta boîte, tu as des salariés, tu as, tu sais, quand tu es, patron, commercial d'une boîte, tu as des commerciaux, tu as des managers, tu emmènes tout le monde, donc tu Ah, as une obligation d'image, d'attitude, de comportement qui doit être forte, tu vois ce que je veux dire? pas Tu très stressant, c'est ce que tu viens de dire, c'est une obligation d'image. Oui, oui, bah, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'avoue. Après c'est ta capacité aussi à monter des équipes qui vont potentiellement, t'aider. Quand je dis t'aider, ça veut dire que, aider, c'est une résultante de ce que tu as été. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont à un moment t'aider parce qu'ils savent que tu as besoin d'eux. Ils le savent. Mmh. Et là, il y a plus de niveau hiérarchique, faut qu'on soit là. Mais ça, c'est la résultante de tout ce que tu as été avant, en amont. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Bon, et ça, c'est touchant parce que, les gens peuvent te dire, enfin, tu te retournes, les gens sont là. Tu te retournes, les gens sont là. Et ça, c'est touchant. Quel que soit ton métier, ton grade, c'est comme à l'armée ça, hein. Mmh. Tu te retournes et tu les mecs sont là, ils disent: «Vous inquiétez pas, on sera là, quoi». Tu sais, c'est un moment quand tu dis: «Tu te retournes», tu penses à quel moment où tu as dû justement, t'appuyer sur, les gens autour de toi, tes Bah, équipes? moi, j'ai eu 2 gros moments, à un moment, j'étais patron des ventes dans une grosse boîte sur l'international. Il y a nouvelle stratégie de l'entreprise qui a fait que tu as une quarantaine de personnes avec toi et il faut que tu leur annonces ça, avec tout ce que ça peut comporter, «humainement» entre guillemets, quoi. Et puis même toi, tu t'es donné, dans ça. C'est une aventure humaine, tu vois ce que je veux dire? Et les gens savent que tu es touché par ça. Mais les gens sont là. C'est-à-dire qu'ils prennent pas leur manteau puis ils s'en vont, hein. Ils sont là. Puis j'ai eu un autre moment aussi où je me suis séparé d'un associé, c'est pareil, je me suis retrouvé, seul, avec des difficultés financières, importantes, où là, tu emmènes tout, quoi. La boîte, le perso et les gens sont là. C'est top, hein. C'est top parce que je pense que ce que tu dis, cette confiance que tu as dans les gens est certainement à la base, de beaucoup de ces métiers de représentation parce que si face à moi j'ai des lions qui vont me juger, me critiquer, me tirer dessus dès que j'aurai le dos tourné, comment être à l'aise dans la relation et comment vouloir aller vers l'autre si au fond, l'autre est potentiellement dangereux et ce que tu dis, c'est que même quand rien ne va ou même quand on vit une situation difficile, on peut toujours compter sur cet autre. Ce qui est assez, c'est marrant dans la vie, c'est que quelquefois tu penses compter sur certaines personnes qui sont pas là et d'autres sont là, qui sortent du bois, quoi, mais ils sont là. Mmh. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai monté ma boîte, la première boîte que j'ai montée, avant CDL, j'ai monté une autre boîte qui s'appelait Sales Plus. C'est pas vraiment ma première boîte de formation et de recrutement et ceux qui savaient que j'avais monté une boîte, mon 1er réseau, «Attends, qu'est-ce qu'on va te faire bosser, machin», des patrons de boîte, des gens avec lesquels j'avais travaillé ou autre. J'ai pas vu grand-chose et c'est le deuxième cercle des gens, quelquefois, que j'avais pas vu depuis, 5 ans, 10 ans, qui te rappellent puis dit: «Tiens, j'ai appris que tu avais monté un truc». «Ouais, ce serait bien qu'on se voit». Alors tu les vois. Ah, ils sont devenus, patrons commerciaux dans une autre boîte. Ils ont monté leur boîte eux-mêmes et qui te sollicitent. Tu dis: «Jamais j'aurais pensé que ce gars-là m'aurait sollicité» et les premiers qui ont dit: «Ouais, t'inquiète pas, attends, je vais te donner les budgets, les trucs, tu vas les voir». Du «Ouais, en fait, si tu veux», tu vois? «Ouais, enfin, chez nous, c'est un peu compliqué, c'est toujours compliqué et difficile» et tu en as d'autres, c'est peut-être compliqué et difficile, mais ils font. Tu vois? Ouais, j'avais déjà vu, tu vois, ce que tu es en train de dire, à savoir que le premier cercle et c'est peut-être parce qu'il y a une trop grande proximité. Peut-être. Ils ont du mal à t'imaginer dans cette posture de travail. Parfois, c'est aussi de la jalousie, il faut se le dire. Alors exactement. Alors que le second cercle, lui, a beaucoup plus de facilité à imaginer parce qu'il y a cette juste distance qui Ouais. permet, bah, de faciliter la collaboration commerciale, enfin, de travailler ensemble, quoi, tout simplement. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Oui, puis tu peux avoir ce phénomène de jalousie aussi, c'est-à-dire que lui, il a monté sa boîte. Moi, j'aurais toujours, aimé le faire, j'ai jamais fait, tu vois? Et tu as beaucoup de gens, ils disent: «Ouais, j'aurais bien aimé moi faire, ça». «Ouais, et pourquoi tu l'as pas fait?» «Ouais, enfin, c'est compliqué ça». Il y a rien de compliqué.
Faut juste le faire, quoi. C'est do it, quoi. C'est clair. Et puis, et puis moi, je me souviens, j'ai recruté des commerciaux il y a une vingtaine d'années qui sont devenus des directeurs des ventes ou des directeurs commerciaux dans des boîtes qui me font travailler maintenant. J'ai un exemple très marrant. Une femme que j'ai recrutée il y a plus de 20 ans, 25 ans, qui est devenue directrice commerciale d'une très grosse boîte et qui me fait travailler maintenant. J'en ai plein comme ça des exemples. Et ça, je trouve ça vachement bien, quoi. C'est beau. C'est une belle histoire et c'est qu'une belle histoire parmi tant d'autres, à venir, j'imagine aussi et tiens, mais revenons sur ce métier de commercial, ce métier de vendeur, pour le dire plus simplement. C'est avec l'observation que tu as aujourd'hui, c'est quoi un bon commercial? C'est quoi les qualités que peut avoir un vendeur qui réussit, qui marche? D'abord, il y a plusieurs, il faut avoir plusieurs qualités. Il faut avoir du courage. La deuxième qualité, c'est la curiosité. C'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours curieux. Jamais se dire: «C'est acquis» et tous les grands vendeurs que je connaisse sont des gens qui ont gardé cette curiosité en eux, qui attendent pas tout de leur entreprise, qui vont chercher l'information, qui sont curieux sur les nouvelles technologies, qui sont curieux sur les nouvelles approches commerciales. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, enfin ce qui s'est passé il y a 20 ans avec internet, ce qui se passe aujourd'hui depuis, 5-10 ans sur les réseaux sociaux, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer avec l'IA. Si tu progresses pas avec ça, tu te mets sacrément en danger, quoi. Même si tu penses que tu as un beau costume, tu as une bonne tête, tu sais bien parler, ça suffit pas, garçon, tu vois? Bon, donc pour revenir à ta question, les qualités, c'est courage. Parce qu'il faut être courageux, hein. Quand tu es commercial, c'est pas juste un métier de représentation et souvent l'image que l'on a du commercial, c'est celui qui a une voiture et qui va blablater avec des clients et qui va déjeuner avec ses clients et tu commercial, c'est Il va au combat tous les jours, ah, peut-être pas au combat, j'aime pas cette image, mais en tout cas, il va sur le terrain. ouais, terrain et puis oui, enfin, il faut se battre, quoi. Il faut se Ah, battre parce que si tu vas sur le terrain, si tu prospectes, tu as quand même, une action, dans le commercial qui est la prospection, aller chercher du business. C'est-à-dire que aller faire comprendre à des prospects que tu as un produit et un service qui peut effectivement lui servir, mais dont lui, il pense ne pas avoir besoin. J'ai pas besoin. Il faut le convaincre et dire: «Reçois-moi déjà». Donc il faut faire de la prospection et il faut suffisamment être pertinent pour qu'il ait envie de me recevoir. Donc il faut avoir un peu de technicité, puis il faut avoir du courage. C'est-à-dire, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Bon. 2e chose, la curiosité. Le courage, c'est bien, mais si tu as pas de curiosité, tu vas pas aller bien loin, entre guillemets. Parce qu'un client, il a toujours à avoir besoin, en face de lui, quelqu'un qui va lui amener quelque chose de différent, tu vois? mmh. Qui connaisse son marché. Non seulement qui connaisse effectivement, son marché à lui, mais qui connaisse son marché à l'autre, au client, les perspectives de marché. Tout ça, il faut être curieux. Donc pour répondre à ta question, c'est, courage, curiosité, abnégation, quoi. Tu vois? Même quand c'est dur, être capable de se remettre en cause, de dire: «Bon, je réussis pas parce que c'est dur, mais est-ce que si c'est dur, il faut pas que je fasse autrement?» Une capacité de te remettre en cause, tu Mmh. vois? Bon, c'est pas évident, hein, tout le monde n'a pas ces capacités-là C'est clair. et puis, effectivement, connaître les techniques de vente. Surtout, il faut éviter de comment dire? S'encrouter en se disant, «Je sais», quoi. Ouais, tu sais aujourd'hui. Dans 1 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être que ce sera différent. Donc oublie Ouais. pas que ce sera aussi différent. Puis tu en Il parles y a pas, tu vois, mais il y a une qualité, je crois que tu en avais parlé dans une capsule, qui est cette espèce de sympathie, tu l'avais dit avec, une certaine légèreté. Ce que j'observe parfois, c'est que chez les profils trop sympas, tu l'avais dit dans une vidéo, il y a cette tendance à se mettre un peu en dessous, parce que je veux laisser toute la place et puis parce que je suis pas dangereux moi, hein, pas ouais, exactement. comment tu gères ça aujourd'hui? Est-ce qu'il faut se mettre en dessous, l'air de dire: «Je laisse de la place», au-dessus, ce qui sera encore, très différent? Mais là encore, c'est une question d'équilibre. C'est une question de toute façon, le commerce, comme beaucoup de choses, c'est une question d'équilibre. Tout le temps, question d'équilibre. Il faut savoir, là encore, à qui tu as affaire en face de toi. Mmh. Si tu as un type qui est plutôt dans l'orgueil ou dans le pouvoir, il faudra lui donner de l'orgueil et du pouvoir. Tu veux du pouvoir, je vais te donner du pouvoir. Est-ce que moi, commercial, je peux te donner le pouvoir que tu attends? Non. Peut-être qu'il va falloir que je te fasse rencontrer mon patron. Tu vois? Donc le commercial, ça doit être suffisamment intelligent pour utiliser tous les leviers à l'intérieur de son entreprise pour donner, ce que souhaite voir et entendre le client. S'il est dans l'orgueil, il est dans le pouvoir, c'est un peu «le rouge dans le disque» entre guillemets. Tu es dans le pouvoir, faut que je te donne du pouvoir.
Bon, Mmh. peut-être qu'il faut que je t'invite à un showroom, peut-être qu'il faut que je t'invite à une convention, peut-être qu'il faut que je t'invite à Roland-Garros ou au PSG, ou autre. Peut-être qu'il faut que je te fasse rencontrer mon président. Tu n'achèteras pas sur mon produit ou mon service, tu achèteras parce que je t'ai fait rencontrer mon président, mon manager. Donc, tu achèteras le pouvoir que je t'ai donné. Bon. Donc, pour répondre à tes questions, oui, si tu as quelqu'un qui est dans la sécurité, qui est plutôt, qui, qui est intéressé par ton produit, mais qui va être sensible à des mots comme vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je vous prouve en te donnant des process, Donc tu fais attention à ce niveau-là, hein, vraiment dans le tout vocabulaire, tout le temps, tout l'essence le temps, utilisée, d'accord. tout le temps. Il faut être très vigilant là-dessus. Trop bien. À quelle essence à quelle essence il fonctionne? Enfin, ceux qui connaissent bien le disque, veut dire tu argumentes pas sur un type qui est bleu comme quelqu'un qui est, jaune. Tu argumentes pas de la même façon, tu utilises pas les mêmes mots, même dans ton attitude, ton comportement. Tu as des gens qui te Moi, j'ai des gens en formation, ils disent: «Bah, je t'achèterai jamais. Tu es trop solaire, quoi», tu vois? Pour moi, bah oui. Tu es très jeune du coup en Ouais, je formation, suis très jaune, moi, ouais, je suis jaune-rouge, mais je suis très jaune en formation. Bon, mais tu «Oh, putain, tu bouges, tu truc, tu machin, tu» ah non, jamais, quoi. et ça tire pas justement les profils donc juste pour info, hein, bleu, on va dire un petit peu sur le fond, vert l'empathie, Mmh. jaune c'est, la bonne humeur et rouge c'est le leadership. Ouais. Ça n'attire pas justement les profils qui sont pas du tout jaunes, à savoir les profils bleus qui se disent: «Bah, justement en fait un bon commercial doit être jaune». Ouais, mais non. Profil, tu Ouais, vois? mais non, mais ça c'est non, je pense que c'est une erreur. Tu dis: un commercial doit être jaune fatalement», non. Tu peux avoir un commercial bleu. Ouais, Mais à condition, c'est un peu comme les techniciens. Un bleu à condition que tu vas jamais l'emmener dans le jaune. Mais tu verras, bleu, c'est pas parce que tu es bleu. Reste bleu, tu es bleu. Bon, mais si tu as affaire à un client devant toi, oublie pas que devant toi, il sera pas forcément bleu. Il sera jaune, il sera rouge, il sera vert, ce que tu veux bien. Bon, donc il faut s'adapter. Il faut adapter ta stratégie, ta tactique, ta technique par rapport aux gens que tu es en face de toi. Bon, il faut qu'ils comprennent ça. Tu as beaucoup de gens qui sont bleus, ils savent pas qu'ils sont bleus d'abord et qui connaissent pas forcément, les couleurs, les autres couleurs. ou des gens qui jouent au rouge alors qu'en fait au Et il y fond a ils sont bleus, tu vois? Parce que Mais c'est oui, très valorisé d'être rouge, d'être mais bien jaune. sûr. Donc il faut s là encore, c'est une question d'équilibre. Il faut se méfier aussi des a priori. Tu dis: «Oh oui, lui il est rouge». Fais attention, peut-être pas. C'est peut-être de Intéressant. l'attitude, mais peut-être qu'il est plus, vert que tu penses. Bon, donc l'homme est ainsi fait. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître l'autre, mais il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas avoir d'a priori. L'un des défauts des commerciaux, tu parlais de qualité tout à l'heure, mais l'un des défauts des commerciaux, ça peut être l'a priori. Tiens, l'a priori. «Non, mais lui, il est pas intéressé par ça». «Mmh, tu sûr?» «Non, mais lui, c'est pas lui qui décide de ça». «Mmh, tu sûr?» «Non, mais lui, il a pas d'influence». «Tu sûr?» Tu vois? L'a Ouais. priori. Bon. En fait, ce métier de commercial, c'est un métier de détective, tout le temps, de détective. On te dit quelque chose, vérifie. Tu leur dis quoi toi aux commerciaux que tu formes? Tu leur dis de ne rien lâcher, de toujours continuer tant qu'il y a pas de résultat? On lâche pas, on continue? Bah, on peut lâcher qu'à partir du moment où, de façon objective, on sait pourquoi on lâche. OK. C'est toujours ça, c'est de se dire: «Bon, OK les mecs, tu lâches, pour quelle raison tu as lâché?» Alors, si tu sais pas pourquoi, c'est un peu couillon, parce qu'il faut toujours savoir pourquoi tu as pas fait affaire. Si tu le sais pas, c'est qu'en amont, tu as peut-être pas fait suffisamment d'introspective pour, avoir tous les éléments pour le savoir. Je m'explique, si tu es mono-interlocuteur, par exemple, et que tu dis: «Oh, j'ai pas fait affaire en fait, non, le mec il est plus intéressé». Mmh. Un seul décideur, un seul interlocuteur. Dans une entreprise, c'est, souvent compliqué la décision. Elle peut être collégiale. Tu peux avoir affaire à des gens qui sont dans des «grottes» entre guillemets, qui sont invisibles, mais qui ont un pouvoir de décision fort. Si tu les as pas approchés, si tu les connais pas, si tu les as pas clairement identifiés, à un moment tu vas te mettre en danger. Bon, donc c'est pas le dire: «On lâche rien, machin et compagnie», c'est si on n'a pas fait affaire, c'est cette capacité d'analyse, dire: «Pourquoi on n'a pas fait affaire? Quels sont les éléments objectifs qui nous font dire qu'on n'a pas fait affaire?» Je dis bien: «On n'a pas fait Eh affaire», ouais. c'est-à-dire l'entreprise. Et souvent l'entreprise, ne prend pas suffisamment de temps là-dessus parce qu'analyse pas les échecs. On fête les succès, champagne, trompette, machin et compagnie, c'est vachement bien, il faut le faire. Mmh. Bon, mais on prend pas suffisamment de temps pour analyser les échecs. Or, c'est sur l'analyse des échecs que tu peux vachement progresser. Souvent, on le fait pas parce que c'est le patron des ventes ou autre qui est un peu le leader là-dessus et fatalement, il va remettre la responsabilité au commercial. «Ouais, mais tu pas fait ci, tu pas fait ça. Merde, on n'a pas fait les bons prix. Merde, on connaît pas suffisamment les autres interlocuteurs». C'est pas comme ça il faut faire. C'est-à-dire, Ouais. globalement, allez, on prend une ou 2 affaires de façon collective et on regarde.
Si tu souhaites être à l'aise pour parler en public, j'ai créé une masterclass Comment parler en public avec confiance. Si parler en public est quelque chose qui est vraiment important pour toi, je t'invite à regarder cette masterclass. Tu vas aller beaucoup plus loin que tout ce que tu trouves en ligne, les tutos YouTube. C'est une mine d'or sur la prise de parole qui t'attend. Pour ça, clique sur le lien qui est dans la bio ou dans la description et profite à fond du contenu qui t'attend. Et cette année, on s'exprime, on s'affirme et on avance ensemble. Donc, il n'y a pas de process pour justement apprendre de ses erreurs et au final Ouais, les reproduire puis à un sur moment, son tu te compte, dis, faire des mais clients. attends, là, on n'a pas fait intervenir l'avant-vente, là. Non, parce qu'en fait, si tu veux, on a peut-être intérêt à le faire, Ouais. de façon systématique dans ce genre de dossier. On a peut-être intérêt à y intégrer le juridique. Ah bon, tu crois? Bah ouais, parce qu'à un certain moment, c'est eux qui vont commencer à construire le contrat. Et le mec du marketing, on l'a intégré ou pas? Non? Ce serait pas con. Tu vois, par exemple, de plus en plus, les produits ou les services ont des répercussions sur la politique RSE des entreprises. Ouais. La politique RSE, c'est pas le directeur des achats qui gère ça, hein. C'est la com, c'est le marketing, c'est tout ça. Bah, ces gens-là, quel que soit ton produit ou ton service, s'il y a une répercussion sur le RSE, il faut les embarquer, ces gens-là. Et je Tu me vois? disais, tu vois, par rapport à ton métier, parce que là, finalement, tu nous parles un peu de ce que ces commerciaux pourraient mieux faire dans les process, et cetera. Par rapport à ton métier de formateur, est-ce que tu as des commerciaux aujourd'hui qui ne sont pas du tout sensibles au discours que tu leur proposes, qui vont s'opposer à ce que tu leur dis, qui vont bah voilà, essayer de ne pas du tout appliquer ce que tu leur recommandes? Oui, Ok. ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Par exemple, quand t'envoies, les avis après la formation, tu Ouais. vois? 1 ou 2 jours après, ils reçoivent les avis avec, une série de questions et puis qu'est-ce qu'ils ont pensé de la formation ou autre, avec les commentaires. Il y a des fois, tu as des avis, qui sont, négatifs, qui sont pas du tout positifs ou parce que, les gens restent dans leurs croyances à eux et tu as peut-être pas été suffisamment convaincant, hein. Bon, voilà, tu as peut-être pas suffisamment convaincant et ils pensent que ce que tu leur as dit est peut-être pas suffisamment impactant sur les techniques de vente, les techniques de communication, l'attitude, le comportement. Ils ont pas suffisamment adhéré à ton truc. Bon, ça peut arriver. Mais c'est pas forcément les meilleurs commerciaux. Donc ça me rassure. C'est les gens qui sont dans des vraies croyances, c'est même pas des croyances, c'est comment dire? C'est un état d'esprit, tu veux État dire? d'esprit. C'est j'ai pas envie d'avancer, c'est le manager, directeur des ventes qui m'a dit de faire la formation, je la fais pour lui faire C'est plaisir. ça. C'est ça, si tu veux, ouais. Alors tu as 2 types d'entreprises, hein. Tu as des entreprises où, tu as pas beaucoup de formation et quand tu fais la formation, les gens sont vachement contents, ils disent: «Ah, au moins on a une Oui. formation» et dedans, tu peux avoir des gens qui se disent: «Formation et technique de vente, ça sert à rien. Moi, ça fait 20 ans que je fonctionne comme ça, donc ça va pas m'apporter grand-chose». Ça, c'est le premier cas. Puis tu as le 2e cas, tu as les entreprises où il y a beaucoup de formation. Encore une formation. Donc ils peuvent y venir avec des «godasses de plomb» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon et donc là, pour le coup, il faut aller les chercher, quoi. Il faut aller les chercher, il faut aller prouver. Faut pas la rentrer dedans. Faut leur prouver que tout ce que potentiellement on peut voir aujourd'hui pendant 2 jours peut leur apporter des choses différentes, des angles différents, des techniques ou des tactiques différentes et faut surtout chercher, eux, à savoir comment ils fonctionnent. Je t'explique? Et rien à voir, Christian, mais je pense à quelque chose qui t'est arrivé. Ça, c'était un post LinkedIn, il me semble que tu avais fait, où, je le dis avec un sourire, mais c'est pas marrant, tu avais failli mourir Ah oui! en formation et t'expliquer qu'en fait, il y avait une espèce de porte Ouais, qui se dérobait. ouais. Tu peux nous expliquer ce qui se passait? Ouais, alors ça, c'était un moment assez particulier. C'était un coaching de 2 personnes, 2 commerciaux et je loue une salle, pas loin de Montparnasse d'ailleurs. Je loue une salle, allez, 30 m² et puis il y avait toute une baie vitrée et puis, il y avait le tableau et l'écran qui était là et j'avais l'habitude de me positionner sur les baies vitrées et puis voilà, on discutait avec les gens et puis à un moment, je me positionne sur une baie vitrée, mais je fais 1 mètre supplémentaire Ouais. et je me positionne sur une porte et une porte, tu sais, avec une barre de sécurité. Tu sais, tu ouvres et puis la porte Ah s'ouvre oui, je vois, ouais. et je me mets dos à cette porte et je m'appuie donc sur la barre de sécurité. La porte s'ouvre, mais elle s'ouvre pas juste comme ça. Elle s'ouvre, mais comme ça et je me retrouve, j'ai un réflexe, je pense que beaucoup de gens ont eu ce réflexe-là. Je sens que la porte s'ouvre et je sais pas ce qu'il y a derrière moi et je mets les 2 mains sur le rebord comme ça, mais j'ai les 2 talons dehors. Ouais, tu les 2 talons dehors à ce J'ai les moment-là. 2 talons Oui, dehors parce à que ce tu moment-là. d'accord, OK. Ah oui, parce que je me recule, mais Oui, vraiment tu te recules pour bien! justement, Je me recule, tu pour vois, je m'appuie, quoi. je m'appuie plus que je m'appuie, quoi, tu vois? Je m'appuie et puis la porte s'ouvre, mais elle claque même, tu vois? Ouais.
Et je me retourne instinctivement. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je suis un escalier, un palier, chose comme ça. Il y a 6 étages, 6 étages. vide. Je suis dans le vide. Ah donc il y a vraiment rien, c'est-à-dire que là où tu t'es appuyé, tu as mis les pieds derrière, Rien. c'est ah ouais, Il y a rien. Et c'est je dingue. regarde comme ça. Mais je suis dans le vide. Et donc je refais 2 mètres pour revenir dans la salle et les gens qui étaient en face de moi voient ça. Ils s'approchent, tu vois? Et moi, je suis déjà dans l'autre bout de la salle, tu vois? Et ils se rapprochent, ils regardent, ils disent: «C'est pas possible». J'aurais pu, mais disparaître en je m'appuyais, voup, par terre, fini. Ah ouais, donc il y Oh, avait vraiment rien, c'est-à-dire que mais rien! toi quand tu as reculé, il y avait une espèce de Nicolas, j'imagine, il y il y a avait rien du tout. rien. Ah ouais, c'est Il y a 6 étages en dessous. donc si tu avais pas eu ce réflexe-là, à ce moment-là, c'est fini. Oui. Et encore c'est un réflexe de survie qu'on aurait eu naturellement, mais je vois le truc, c'est-à-dire Non, mais que tout le monde aurait eu certainement, si ouais, tu veux, mais si j'avais eu, à ce moment-là, peut-être un bloc et un stylo dans les mains, tu vois, en train d'écrire un truc comme ça, je passe, sûr, putain, sûr. c'est dingue et tu en as fait un post LinkedIn derrière qui a Ouais, ouais. marché, j'espère en tout cas, mais j'avais vu, j'avais été choqué par le truc parce que je me suis dit: «Bon, enfin finalement tu t'es pas levé un matin en te disant, tu vois?» Enfin c'est con, mais comme quoi. Et la veille de la fête des pères. Ah ouais, Ballot. c'est clair. Bon, bah, plus de peur que de mal, mais en tout cas voilà, enfin Oui, oui, oui. marrant aussi à Ouais, ouais. évoquer avec du recul maintenant. C'est un métier dangereux, le formateur. C'est clair. C'est clair. Et s'il n'y avait pas eu le commercial dans ta vie, s'il n'y avait pas eu, le théâtre, est-ce que tu penses que ta vie aurait été très différente? Non, juste le théâtre, tiens. S'il n'y avait pas eu le théâtre initialement, cette envie, ce goût pour la représentation, est-ce que tu penses que tu aurais fait la même chose? Est-ce que j'aurais fait autre chose? Je crois que l'autre moitié de ma carrière, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire là depuis, 15 ans, 20 ans, je pense que si j'avais pas été passionné de théâtre, je crois que je l'aurais pas fait. Parce que ce que je fais depuis 20 ans, c'est, comment dire? Je compense peut-être ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais, voulu faire. Mais alors, ce que j'aurais voulu faire, je sais pas si, parce que j'ai aucun «regret» entre guillemets. J'ai pu avoir des regrets, vraiment. Ça, faut pas que je dise ça parce que Quand tu j'étais étais dans ta troupe? quoi? Tu veux dire que tu as eu des regrets quand tu étais dans ta troupe? À ce Non, mais moment-là, tu as eu des après, si regrets? tu veux, tu sais, après quand j'ai su que je pourrais pas faire ce métier-là, Ouais. parce que moi j'avais une opportunité de que mon prof de théâtre connaissait bien, François Chaumette. Alors il y a peut-être des gens qui connaissent plus cet acteur-là, parce que c'était un acteur de la Comédie Française. Il avait parlé de moi à François Chaumette et François Chaumette a voulu me rencontrer et donc mais il fallait monter à Paris. À l'époque, j'avais 17 ans. Ma mère me dit: «Non, elle était toute seule et on peut pas». Mais ça s'est joué à pas grand-chose. C'est-à-dire que si j'étais monté à Paris, peut-être que j'aurais fait une carrière, honorable, je sais pas, dans ça. Il y a la vie, il y a des fois, je joue à pas grand-chose et le fait de pas l'avoir fait, ça m'a marqué, vraiment. Et tu vois, je m'intéressais beaucoup au théâtre, je regardais beaucoup de pièces de théâtre à l'époque à la télévision, mais j'étais pendant des années à plus regarder de pièces de théâtre. C'était un vrai regret et après j'ai fait, ce que j'ai fait, c'est-à-dire commercial, manager commercial et compagnie et quand j'ai décidé de monter cette, entreprise de formation, peut-être de façon inconsciente, c'était pour, faire peut-être, ce que j'avais, toujours eu envie de faire, d'être devant les gens, mais pas pour faire «le guignol» entre guillemets ou soit mais parce que d'abord, je répète, j'aime bien les gens. J'aime beaucoup les gens. Je suis bien avec les gens. Même des Être gens prise au sérieux, enfin, tu vois, quand tu me dis que tu aimes le théâtre, la représentation, c'est pas du stand-up ce que tu faisais dans ta troupe, c'était de la représentation, on va dire, «sérieuse» entre guillemets, oui, 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 enfin, c'était des pièces marrantes de boulevard entre D'accord, guillemets, OK, mais OK, c'était des rôles. les Tu rôles. vois? C'est des rôles, tu apprenais par cœur, tu avais de la mise en scène, tu avais tout ça, tu avais du travail vraiment de fond. Bon. La formation, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut travailler beaucoup. Mmh. Ça a l'air de rien, mais il faut travailler beaucoup. Il faut que tu connaisses ton sujet, il faut que tu te mettes en scène, il faut que tu t'imagines te mettre en scène, il faut que tu aies un film. C'est comme la prise de parole en public, c'est pas à toi que je vais dire ça, mais C'est comme tes vidéos aussi, hein, quelque part, hein, voilà. c'est marrant dans tes vidéos, j'imagine qu'il y a Mais oui, cet il faut acteur qui s'exprime. ouais, il faut que tu aies un film, il faut que tu aies une mise en scène, il faut qu'il y ait du travail. Donc je retrouve, ça, je retrouve ça. Puis, alors c'est très égoïste ça, mais c'est le contentement aussi des gens, que tu formes. Sur, si tu as été bon sur la forme, ils vont s'approprier le fond. Si tu as pas été bon sur la forme, ils vont pas s'approprier le fond. Bon et ça, je trouve, c'est un contentement très personnel et très égoïste. Mais quand tu es content, tu sors de 2 ou 3 jours de formation, tu as laissé du «gaz» entre guillemets quoi, tu vois? Mais bon, tu vois dans les yeux des gens, tu vois dans les critiques positives et tout ça, tu te dis: «Bon, tu fais le job», quoi, tu vois? C'est un peu comme, un applaudissement à la fin d'un acte, quoi, tu vois? Tu dis: «Bon, les gens rient, les gens étaient émus,
Bon, et ça, c'est vachement satisfaisant, quoi, voilà. Et je crois que je fais aussi ce métier-là pour ça. Moi, je fais ce métier-là pour ça et pour les gens. J'aime bien rencontrer les gens et des univers différents. Moi, j'ai la chance. Dans la vente, moi, j'interviens dans des secteurs complètement différents. Ouais. Vraiment, différents, mais complètement, vraiment. Je parle de Nouveau, géothermie, qui ont rien à voir. d'informatique, d'industrie, d'automobile, de pharmacie, de médical, de trucs très, très différents. Mais tu découvres des secteurs différents, tu découvres des organisations, différentes, tu découvres des marchés différents et tu as une obligation, respectueuse de t'intéresser au marché et de t'intéresser à tout ça. Donc tu as une obligation de t'y intéresser, donc de travailler là-dessus pour que tu sois crédible, quoi. C'est top, Voilà. c'est top et bah, je te propose de terminer avec cette question. Souvent, je termine comme ça. Est-ce que tu as toi-même, Christian, une question à me poser sur, je sais pas moi, la prise de parole ou sur d'autres sujets qui te passeraient par l'esprit et j'essaierai d'y répondre avec, honnêteté, transparence? Bah, moi je comment dire? Je suis devenu entre guillemets, p pas spécialiste de la prise de parole publique, mais, comme je te l'ai dit en amont tout à l'heure, dans les coulisses, je me suis formé à ça. Parce que, au départ, je pense que vous avez un peu de don pour ça ou de facilité, mais c'est pas parce que tu as une facilité que tu es capable de faire de la formation sur la technicité. Bon, donc je me suis, beaucoup formé à ça. Question que j'aurais eu envie de te poser à toi, qu'est-ce qui fait que tu es devenu l'un des bons spécialistes sur sur ce marché-là, parce que tu es un type qui est reconnu. Moi, je te suis aussi. Qu'est-ce qui fait que tu as une vraie légitimité là-dessus? Mmh. Ah, merci de la question, qui est très claire et il y a un mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la souffrance. Tu vois, moi, je suis très impressionné quand j'entends et en plus, je suis sûr que c'est vrai. Quand tu me parles de ce talent, ça se voit en fait. Il y a une énergie, une façon de bouger chez toi qui on voit qu'il y a de la fluidité, c'est pas que du travail. Moi, c'est vraiment beaucoup de travail. Je pense pas être naturellement à l'aise, pas du tout. Je suis naturellement mal à l'aise avec ce sujet, quoi, tu vois? Faut imaginer à l'école, oui, je sautais une classe, oui, et cetera, brillant, na mais tétanisé dès lors qu'il y a de l'attention sur moi, tu vois? C'est pas bien, c'est pas normal. Est-ce qu'il faut que je fasse ça, à tout contrôler? Donc, vraiment, je suis pas du tout là, donc c'est la souffrance et je pense que cette souffrance, elle m'a permis de connecter avec des gens qui ressentent une souffrance plus ou moins égale et que à côté de cette souffrance, tu vois, c'était très paradoxal parce que par ailleurs, j'étais vraiment valorisé pour: «Ah mais Nicolas, il est très intelligent, il ira loin, na na et moi, je voyais que si j'étais mal à l'aise comme ça à l'oral, je pourrais pas, aller loin comme il disait que j'allais réussir à le faire et tout ça et c'est en arrivant à Sciences Po, moi je viens d'un milieu très modeste aussi, où là, je me suis dit: «Waouh, là, je suis très impressionné, il faut pas qu'il voit que je suis boursier, il faut pas qu'il voit que j'ai un accent, il faut pas qu'il voit que là, ça devenait obligatoire que je devais travailler sur la prise de parole. Donc, je pense que cette légitimité, elle vient du fait que les gens comprennent que cette empathie, elle n'est pas feinte ou Mmh. qu'elle n'est pas issue de plein de livres que j'aurais pu lire, mais qu'elle est d'abord issue de situations que j'ai connues, que j'ai Mmh. vécues. Quand il se retrouve en réunion, en management visuel le vendredi et qu'il est en panique le jeudi, qu'il dort mal, qu'il a mal au ventre, c'est des choses que j'ai vécues aussi et quelque chose que je retrouve aussi, tu vois, dans les petites capsules vidéo que tu fais, qui ne sont pas des conseils qu'on pourrait retrouver facilement dans des livres ou dans, de la théorie. Quelque chose de très pratique Mmh. qui font, je crois, beaucoup de cette légitimité. Mmh. Oui, mais je crois que tu avais parlé de ça aussi, Ouais, à un moment dans un post, de souffrance où tu avais pas toujours été comme ça ouais, non, grave. et ça, je trouve ça très intéressant. OK, Nicolas. Merci Christian. Merci d'avoir pris, le temps de venir à ce podcast et bah, j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça d'échanger, à l'avenir. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie.